Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Cinétique, le podcast du 7e art qui décrypte le cinéma des grands et des petits écrans avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans le 2e épisode de la 4e saison et 4e opus de Sceptique en série. Non, 3e. Troisième. 3e, pardon, voilà. Nous discuterons aujourd'hui avec Vivien et Adeline. Je rappelle juste que nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil, visant surtout à vous donner notre avis général sur la série du jour, avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le fond dans sa totalité sous un prisme sceptique. Bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité, et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord ou sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur le fait divers, Facebook, Instagram, Threads, Twitter, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez nous soutenir en partageant, likant, commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques, vos remarques, que ce soit sur le podcast, les œuvres, nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de l'association, vous pouvez nous faire des dons occasionnels ou réguliers via PayPal ou Helloasso. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons directement à la série du jour, The Outsider. The evidence and the counter-evidence. I'm struggling with that. Where are you going with all of this? Is that Terry Maitland, 70 miles away? The same day, the same time as Frankie Peterson was murdered. A human being cannot exist in two realities at the same time. Diffusée en 2020, cette série de Richard Price est une adaptation du roman homonyme de Stephen King, paru lui en 2018. Malgré le nombre important d'œuvres homonymes, il n'y a aucun rapport entre cette dernière et toutes les précédentes. Cherchez donc bien, si vous souhaitez la voir, The Outsider de 2020. Il s'agit donc d'une série de 10 épisodes de 55 minutes chacun, dont la moitié sont réalisés par Jason Bateman, connu notamment pour The Arrested Development et Ozark. On y suit l'enquête policière suivant la macabre découverte du corps déchiqueté d'un enfant de 11 ans dans les bois d'une petite ville de Géorgie, aux États-Unis. La police suspecte Terry Maitland, un entraîneur de baseball connu de la ville et respecté de tous. Tout l'accuse, ADN, empreinte, vidéosurveillance. Seulement voilà, la vidéosurveillance justement le montre dans 2 endroits différents le jour de l'assassinat. Quand, au bout d'une longue enquête et de longs faits contradictoires, l'une des enquêtrices, Holly Gibney, suggère finalement l'impossible. Et s'il y avait bien 2 Terry Maitland? Et c'est une série qui nous a été suggérée par Adeline. Je vais donc commencer, Adeline, par te demander pourquoi tu nous as suggéré cette série. Alors ça va être un peu difficile sans spoiler. Je sais pas faire, moi, parler d'un truc sans spoiler. J'aime beaucoup cette série parce qu'elle pose plein de questions. Croire ou ne pas croire, qu'est-ce qui fait une preuve, comment fonctionne le système, pas judiciaire, le système d'enquête américain d'une manière un peu plus réaliste que on peut voir, c'est pas les experts quoi. Et pourtant j'aime cette série avec l'ambiance qu'il y a, qui est pas du tout réaliste. On est dans du Stephen King, donc c'est à la fois très réaliste sur plein de choses, les dialogues, les scènes, etc. Mais en même temps, l'ambiance n'est pas du tout réaliste. On est chez Stephen King et donc c'est pour ça que j'ai adoré cette série et je peux pas trop en dire plus. Je parlerai un peu plus par la suite. Sur la mise en scène, moi je me suis dit, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, c'est tout ce qu'Adeline aime, c'est un abus de gros plans et de vue Clairement. subjective où la caméra est ou vraiment spectatrice des choses qu'il faut qu'on nous fasse savoir ou pas. Elle doit adorer ça. Et Dans un coin à la caméra.
Ouais, Toujours dans un coin ou avec les cailloux, c'est ça, le avec les coin du cailloux, hein. meuble. Ouais. Et pour le coup, est-ce que c'est une de tes séries préférées? Juste pour savoir. Non, parce que il y a trop de séries au-dessus, mais c'est une très bonne série. Et c'est une mini-série donc qui est facile à voir en 10 épisodes. Euh, alors, il paraît qu'il était question d'une saison 2. Ah, La série a une fin, je veux dire, c'est une vraie mini-série, il y a un début, une fin, etc. ouais. Mais potentiellement, il aurait pu y avoir une saison 2. Alors après, est-ce que ça aurait été une saison 2 à la True Detective ou... Enfin, là, je sais pas du tout. Mais pourtant, alors, j'ai cru comprendre, du coup, dans l'univers de Stephen King, il faudrait que je vérifie, mais que Holly Gibney, qui en fait est la véritable héroïne de l'histoire, même si elle apparaît qu'assez tard, et se retrouver, elle, comme ça arrive souvent chez Stephen King dans un autre de ses romans. Mais est-ce que ça veut dire que depuis 2018, il est paru également un autre... Ou alors ils auraient fait le préquel peut-être? Je ne sais pas du tout ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il voulait suivre le personnage de Holly? Certainement, parce que là, ce qui se passe, je sais plus le nom de la ville en Géorgie, l'affaire est... Enfin, à la fin, il y a une fin, donc il y a un truc qui se termine. Mm. Est-ce qu'il voulait suivre Holly? Je sais pas, il y a une phrase, c'est pas du spoil, je pense pas, à la fin où les deux personnages principaux se disent ce serait bien qu'on refasse affaire ensemble. Alors Ouais, est-ce que c'est ça qui amène la saison 2 c'est qui l'ouverture. viendra jamais? Oui. Moi je suis contente en fait qu'il n'y ait pas de saison 2, je trouve que la série elle se tient très bien comme ça. J'aime bien les mini-séries, c'est plutôt pratique. Et puis on sait qu'on va vers un vrai dénouement quand on arrive sur la Oui. fin, donc c'est pas le même plaisir de visionnage aussi. Et Vivien, alors du coup, quel est ton premier ressenti sur la série? Bah, moi, j'ai découvert cette série donc pour le podcast. Je la connaissais, mais alors pas du tout. C'est effectivement Adeline qui nous l'a conseillé. Et j'ai plutôt apprécié la découvrir. Notamment, j'étais plutôt pris par les tout premiers épisodes avec cette atmosphère extrêmement noire, ce meurtre macabre. Et vraiment, on rentre vraiment dans un... Voilà, on est vraiment dans les ouvrages vraiment polar, thriller américain très très noir. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. On s'attache aussi pas mal aux différents personnages. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, même si moi, après, c'est pas... ouais, c'est une série plutôt bien faite, clairement, faut le dire, mais qui ne m'a pas non plus, on va dire, transcendé... et je sais pas si elle va me rester longtemps, on va dire, en mémoire en soi. Mais après, effectivement, c'est une très bonne série à discuter sur les questions, effectivement, qu'Adeline soulevait, sur les questions de preuves, sur les questions de à partir de quand est-ce qu'on commence à croire, à partir de quand est-ce qu'on commence à changer d'avis sur certaines choses, comment est-ce qu'on pourrait chacun et chacune aborder l'inexplicable aussi. Donc voilà, et ça, c'est un des gros enjeux de la série et qui est plutôt bien transmis et qui est donc parfaitement ancré dans tout ce que nous on discute à Cinétique. Et puis là-dessus, c'est vraiment très intéressant. C'est vrai. Et à tel point Juste, que... Ouais. on a oublié de dire, c'est une série HBO. Donc déjà quand même, Ah c'est oui, voilà, pour les gens qui souhaitent la un voir. bon début. Oui, et puis il y a un truc à préciser, c'est que quand même, grosse frustration à chaque début d'épisode, c'est d'entendre le bruit de HBO et de pas voir le Le générique de générique Game of Thrones commencer. derrière. Oui. Alors on a Quand on a été tous un matrixé truc à Game of différent Thrones. avec ça. Avec Moi HBO, c'est... non, je crois que c'est la plupart des gens quand même, c'est Game of Thrones. Et Ah toi, ouais. t'es une exception. Dis donc, c'est Ah, quoi? bah moi j'en ai plusieurs qui arrivent en même temps quoi. J'ai Six Feet Under, The Wire, etc. quoi. Oui, ouais, t'as commencé par les vrais classiques HBO, quoi. C'est pour ça. Ouais. Ouais. Oui, Donc, et puis on est vraiment dans une série à qualité HBO, faut dire ce qu'il y a, c'est très bien réalisé aussi. Enfin, tu le disais tout à l'heure, Adeline, c'est très bien joué. Enfin, voilà. Et c'est pas faut dire, c'est oui, pas non plus une série. esthétique, Voilà, c'est une série qui a une esthétique, c'est une série qui a un point de vue, c'est une série qui est travaillée sur ce côté-là, quoi. Et vraiment, il y a une atmosphère qui est très présente. Et c'est une atmosphère présente par surtout la mise en scène, quoi. Et donc ça, c'est toujours, par contre, c'est toujours agréable de voir des séries qui ont des mises en scène qui sont vraiment marquées, quoi. Et c'était le cas
sous la putain, à chaque fois j'oublie le nom de la série, donc Under the Banner of Heaven par exemple, et bien sûr c'était beaucoup moins le cas par exemple de Houdini and Doyle qui avait une mise en scène beaucoup plus classique. Ouais, donc on a fait 3 séries policières d'ailleurs jusqu'à présent, faudra se rattraper sur les prochaines. Bah ça c'est à vous de voir parce que moi je regarde pas de série. Bon, OK, à bon entendeur. Et ouais, et bon, alors moi par contre du coup la série, je me suis régalé. Je me suis régalé en tant que fan de Stephen King d'ailleurs, et d'abord, parce que vraiment j'adore ça quoi. J'ai été très marqué adolescent par, Dreamcatcher, l'Attrape-Rêve, alors que l'adaptation est pas oufissime, en termes de mise en scène, tout ça, c'est même plutôt moyen, mais je veux dire, j'adore les univers de Stephen King. Et là, pour le coup, si on ne sait pas, j'ai hésité avant de dire, du coup, dans la présentation, qu'il s'agissait d'une adaptation de son œuvre, parce que c'est vrai que le simple fait de le dire, c'est déjà un spoiler. On sait quand c'est Stephen King, on est dans du fantastique. Voilà, forcément, il y a une explication qui sort des codes de notre monde connu. Voilà. Et Pas donc, toujours, non? Pas dans tous les bouquins de Stephen King. Cujo par exemple, je suis pas pas dans sûr. tous. Dans Cujo. si, dans Dans Cujo, Cujo, par il y exemple. a au moins, il y a l'idée du mal, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de. Oui, bah ça, il y a toujours l'idée du mal, c'est vrai, chez Voilà. Stephen King dessus. Donc, Et il ça, y a on cette le retrouve un bien dans peu- cette série d'ailleurs. Ouais. Donc ouais, il y a cet esprit un peu à la Twin Peaks aussi, les trucs du style. Enfin, c'est pas forcément du paranormal assumé. Il y a toujours un côté étrange, on va dire, à minima. Et puis clairement, quand tu vois la direction que prend la série, bon ben, tu vas de suite, toi, beaucoup plus facilement accepter les différentes hypothèses paranormales qu'il pourrait y avoir, parce que tu sais dans quoi tu mets les pieds. Donc, si vous ne savez pas qui est Stephen King, oubliez ce que je viens de dire. Mais bon, trop tard. Il y a encore des gens qui ne savent pas qui c'est. Peut-être. Oui, c'est possible, bien sûr. Ouais. Et voilà. Et donc, par contre, ouais, pour mon avis en lui-même, puisque là, c'était quand même sur le truc général de fanboy, je me suis régalé avec les 3 premiers épisodes sur l'enquête, et j'aurais aimé que ça dure plus longtemps sur donc la partie que j'ai intitulée exposition des faits, très sobrement, faits qui sont évidemment contradictoires, et j'aurais aimé qu'il soit développé plus longtemps, et que en fait on explore vraiment toutes les hypothèses qui pouvaient découler de ces faits contradictoires, et je trouve qu'elles le sont pas assez. Donc j'aurais préféré peut-être 1 ou 2 épisodes de plus, en essayant d'aller chercher des choses alambiquées, mais plausibles d'un point de vue rationnel. Du Je style, je sais comprends pas ça. moi, le jumeau maléfique oublié, les trucs Oui. comme ça, qui au moins Un restent. clone. Voilà, ouais, tu vois, on est dans la science-fiction, mais on n'est pas dans le fantastique non plus. Et tout ça, c'est La pas théorie mal. du C'est dommage. jumeau a été abordée rapidement au détour d'une phrase. Très- Moi, oui. pendant tout le début de la série, tu entends dire un jumeau, ben voilà, mais pourquoi vous pensez pas à ça? Puis c'est dit au détour d'une phrase assez tard en plus. Et c'est vrai que c'est pas assez. Ça aurait pu être un peu plus mis en avant sur diverses hypothèses qui auraient pu être possibles. Ouais. Et d'ailleurs, c'est utilisé, je crois, et puisqu'on est dedans, autant qu'on bascule sur les différentes preuves qui sont exposées. C'est balayé, si je me souviens bien, au motif que en fait, là, il y a 2 éléments concordants qui incriminent Terry Maitland. Donc l'ADN et les empreintes, plus la vidéosurveillance. Et les témoignages. Les témoignages visuels, oculaires directs, et a priori plus ou moins fiables, puisque la parole des témoins sera mise en doute en disant devant un juré ça pourrait ne pas tenir, mais quand même tout concorde, tout se recoupe, donc c'est étrange. Et puis donc sur ces 2 éléments-là, les 2 éléments qui sont vraiment scientifiques entre guillemets, c'est l'ADN et les empreintes. Or, les 2 invalident 2 hypothèses différentes qui sont hyper importantes. C'est qu'a priori, des jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes, et que inversement, 2 personnes qui se ressemblent énormément, ou alors 2 personnes qui pourraient avoir les mêmes empreintes n'auront pas forcément le même ADN, parce que c'est possible. On peut avoir des gens, parce qu'il y a je crois 13 marqueurs pour les empreintes, et en fait on peut être sûr que je crois que c'est 80% qu'il s'agit de la même personne, un truc comme ça. Donc en fait on peut totalement tomber sur un espèce de clone d'empreinte. Si en plus il se trouve que c'est une personne qui ressemble
physiquement à celle qui est incriminée, pourquoi pas? On pourrait partir sur quelque chose d'un peu tiré par les cheveux comme ça, au Bah, moment on où se on parle rappelle des deux. de Riders of Justice, quoi. Ah oui, Qu'une bah preuve oui, à 80% n'est pas une preuve assez fiable. c'est ça, voilà. Il faut au moins 99%, voilà. Donc, mais bon, après, c'est le recoupement de toutes les preuves qui font que du coup, on est complètement avec les flics au début et ça dure pas longtemps parce que quand on nous expose les faits, on se dit, bah oui, ok, donc c'est lui, donc vers où est-ce qu'on nous amène? Et puis très très vite, tu finis par comprendre que vraiment, c'est pas possible. Ça met assez de temps à arriver. Je crois que il faut attendre la fin du premier épisode pour que Terry Maitland lui-même dise, bah, en fait, vous avez checké mon alibi, j'étais pas là. Et elle se dit, ah oui, l'alibi, c'est important quand même. Ouais. Oui, c'est à la fin de l'épisode 1 Ouais. où l'avocat demande si vous avez regardé son alibi, vous lui avez posé des questions. Ah non. Bon, c'est ce qui permet de garder l'attention du spectateur pour l'épisode suivant, quoi, forcément. Bon, les faits, vous les avez trouvés comment, vous? Est-ce que ça vous a paru crédible dans la construction des hypothèses? On a le droit de spoiler? Non. Non, parce que là, je pense Oh. qu'on peut parler des faits pour l'instant sans être obligé d'aller au-delà, quoi. C'est le mystère des faits. Bah, voilà. C'est ça. Les faits, le massacre? Les faits. Oui, les faits qui incriminent Terry Maitland, surtout. Ah, Les faits, les preuves, quoi. Les preuves. Voilà. Bah, oui, en fait, tel que c'est montré, en fait, on voit une police en fait qui s'emballe énormément parce qu'il y a un crime absolument horrible qui se produit dans ce qui a l'air d'être plutôt une petite ville de la Géorgie, si je me trompe pas d'État. Ouais. Et donc, on a une police effectivement qui tombe sur un meurtre horrible, qui fait tout donc pour trouver des preuves assez rapidement pour capturer la personne avant qu'elle ne récidive. Et ça me semble voilà complètement cohérent qu'on retrouve des empreintes d'une personne, les témoignages concordent, l'ADN aussi qui arrivera un petit peu plus tard, je crois, les analyses ADN vont concorder aussi, et que donc très rapidement la personne soit mise à l'écart, enfin soit en tout cas emprisonnée le temps de, enfin c'est quoi, c'est une garde à vue quoi de 48 heures quoi. Donc tout ça me paraît assez. Après c'est vrai qu'effectivement face aux preuves on a des policiers et un procureur qui vont très très vite confirmer effectivement, enfin très très vite pour eux c'est clair et net. Hein. D'ailleurs c'est le titre de l'épisode, c'est je sais plus c'est quoi exactement le titre de l'épisode, mais c'est en gros c'est un Fish in a suspect. barrel. Ouais, en français. Un poisson dans un tonneau. Ah oui, mais en français, c'est pas c'est le un même. coupable désigné. Ouais, c'était Ah oui. ça, voilà. C'est D'accord. c'est que carrément un coupable tout désigné en fait. C'est-à-dire, voilà, la personne est tellement, enfin c'est tellement ça qu'il y a aucune, il y a quasiment aucun doute. Moi, je suis arrivé quasiment à la fin de l'épisode en me disant, enfin, peut-être les milieux de l'épisode 1, je fais, bah, comment ils vont tenir 9 épisodes alors qu'on sait Oui, directement c'est que c'est lui. Oui, Quoi. c'est ça. Qu'au début, tu te dis, L'enquête ça va est être une immédiate. mini-série en fait. C'est vachement bien Ça, amené. Ah oui. Exactement. Et c'est pour ça qu'après, effectivement, c'est l'épisode plutôt 2 qui va Et commencer il y a un à truc- insérer quelques éléments de doute. Moi, il y a quand même un truc dès le départ qui contrebalance avec tous ces interrogatoires qu'on a dans l'épisode 1, parce que on a tous les interrogatoires qui sont en parallèle de l'enquête qui avance et d'autres événements en parallèle. Et la deuxième scène, et la deuxième scène qu'on voit, je crois que c'est la deuxième scène. On est chez les Maitland, c'est le petit-déj. Et il y a une discussion entre le père et sa fille, la mère. Ils parlent de ce qu'ils vont faire dans la journée, même des réflexions autour de Dieu, assez intéressantes d'ailleurs. Et là, tout de suite, on se dit, bon, bah, c'est l'exposition. On nous montre les personnages qui vont être importants dans la série. Bon, bah, lui, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il va être important à un moment. Et puis, paf, c'est le suspect. Et bah, c'est évidemment pas une personne que nous, spectateurs, on va mettre du côté des suspects. Donc tout le reste, en fait, où il y a toutes les preuves qu'il accable, nous, on se dit, en tant que spectateur, attends, on a vu ce gars chez lui, ça a l'air d'être monsieur tout le monde, vous êtes sûr?
Ah, mais je trouve ça justement intéressant parce que ça revient sur la question un peu souvent de ce genre de cas où c'est souvent des personnes qui sont très bien implantées dans la société et puis on n'est pas forcément sur des gens ultra. Enfin voilà, où c'est marqué sur leur visage que ce sont des agresseurs, des Ouais. violeurs et des tueurs, quoi. Et Oui. j'ai trouvé ça justement intéressant de se dire, bah, en plus, ce gars-là qui travaille avec des gamins, et c'est drôle parce que la première réflexion du flic quand il le croise, c'est de dire, est-ce que vous avez fait du mal à mon gamin à moi, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est même un suspect parce que c'est un mec gentil en fait, Mm. Mais finalement. c'est malin quand même de mettre cette scène à ce moment-là, parce que on se retrouve comme les autres de la ville, c'est-à-dire on le connaît, on l'a vu en famille. C'est pas le boucher qu'on imagine. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que dans la série, on va avoir un parallèle entre ce mec avec sa vie, Monsieur Tout le Monde, et sa double vie de meurtrier atroce. Qu'est-ce qui, tu vois? Parce que Mhm. l'écart est extrêmement intense, en Oui, fait, bah, entre il y les aurait mœurs techniquement et il y aurait techniquement une double vie quoi de ce type-là. ouais, C'est c'est ça. c'est ce qu'on s'attend aussi à peut-être dans les premiers épisodes quand on sait pas que c'est Stephen King, qu'on regarde ça un peu ou qu'on connaît Stephen King de nom mais qu'on connaît pas particulièrement ce qu'il travaille. On se dit peut-être qu'effectivement l'enjeu de la série ça va être de creuser dans le passé de cet homme-là et d'aller voir ce qu'il y a. En tout cas, une partie de la série pourrait être construite là-dessus pour le coup. On en parlera en phase 2 parce que parmi les différentes hypothèses vraisemblables, il y en a une qui pourrait dévier un petit peu, qui pourrait encore soutenir l'hypothèse de la double vie. Je pense, on en reparlera. Mais oui, complètement. C'est aussi suffisamment intelligemment fait pour que ça puisse nous distiller un doute raisonnable jusqu'à assez tard. Pas assez tard pour moi, à mon goût. Bon, après, c'est vrai qu'il faut commencer à passer à autre chose et puis à rentrer dans le vif du sujet s'il est ce qu'il est, quoi. On peut pas sinon développer la totalité de l'histoire en fonction des différentes hypothèses sans dévoiler le poteau rose, parce qu'en fait, on resterait dans l'attente permanente. Mais moi, je me suis tellement régalé justement sur... vraiment, je me suis dit, mais en fait, ils font tous super bien leur job. Alors, oui, le procureur, il est motivé par des raisons électorales. Oui, Mais il le dit. l'enquêteur en chef, ouais, il le dit, il assume. L'enquêteur en chef, c'est pareil, il est... et d'ailleurs, j'ai pas compris s'il était shérif ou quoi, ou s'il était élu ou pas, en fait. Ralph, il est Le policier. gars, Il est juste... Il est oui, il est capitaine de flic, police, Raph. Ouais. Non, je crois pas qu'il soit chef. Ouais. Non, parce qu'en plus, au-dessus de lui, il y a le flic d'État. Ouais, mais il dit à un moment donné, I'm down to 2 detectives. J'ai plus que 2 détectives, en parlant de Jack et Ah de oui. Tamika, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il est leur supérieur. Puis ça se comprend à 2-3 Oui, reprises. peut-être. C'est lui Oui, qui leur c'est vrai. les autres. Donc, Oui, il s'il a n'est pas peut-être un grade lieutenant, supérieur. au-dessus des lieutenants, c'est capitaine, je pense. Non, je sais pas. Il y a peut-être autre Alors chose là. entre les deux. Mais je crois Major. qu'il l'appelle Captain, Mm. Jack, à un moment. Donc ça doit être ça, ouais. Et alors bref, du coup, donc lui, effectivement, il a son affect personnel. D'ailleurs, je crois qu'à aucun moment on ne sait comment son fils est mort. Hein. Ça crée Un du cancer. Oui, d'un un cancer. cancer, ouais. Ah Ça a oui, été j'ai dit, pas ouais. suivi. C'est quand? C'est tard ou c'est Non, Non, c'est ça dit c'est au plusieurs début. fois. Ouais, c'est dit D'accord. plusieurs fois. Ah oui. Elle lui dit, D'accord. sa femme, elle lui dit une phrase, Derek est mort d'un cancer, donc si tu dois arrêter Terry Maitland, arrête-le pour ce qu'il a fait réellement et pas ce que t'imagines Ouais, ok. ou ce que tu lui rends coupable de. Je crois que j'ai surinterprété la phrase en fait parce que je m'en souviens, et puis j'ai pas du tout compris ça. Enfin, t'inquiète pas, moi par exemple, le tout début de la série, j'ai attendu assez tard pour faire la différence entre Jack et Ralph, que pendant tout le début de la série, je pensais que c'était la même personne en fait. Et j'ai vraiment eu du mal à les différencier tous les deux. D'accord. D'accord. Faudrait presque que je re-regarde le début de la série pour voir à quel moment Ralph est inséré, parce que je me rappelle plus. Enfin, pas Ralph. Jack est Jack. inséré parce que j'ai vraiment fait le. Et à un moment, j'ai l'impression qu'il y avait que le détective avait une double personnalité. Alors, je faisais pas de différence entre les deux personnages. Surtout qu'en plus, Jack est souvent filmé dans des. Tout est très sombre en plus. Donc, enfin voilà, j'ai eu un. Voilà, je suis pas très physionomiste, il faut dire ce qui est aussi. Ouais. Mhm. Bon alors, surtout, si vous voulez qu'on passe, parce que là je sens bien qu'on est très limité dans ce qu'on en Ouais. peut dire par rapport au fait de pas spoiler. Donc, Oui, après, je peux. récapitule et puis, ouais.
Vas-y. Je veux juste dire un petit truc aussi, peut-être que j'aurais pu dire dans ma partie un peu retour sur la série, mais moi, il y a un truc auquel ça m'a fait penser, peut-être un peu plus tard dans la série, mais on en a déjà un petit peu parlé, notamment, et puis on va en parler un petit peu, de personnages qui ont quand même des capacités un peu extraordinaires, hein, enfin extraordinaires sans qu'on voilà. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser, je sais pas à vous, mais au film de Night Shyamalan, par exemple, Incassable, Split, etc. On est vraiment dans ce milieu-là un peu de personnes un peu totalement ancrées dans la société dans laquelle on est, mais qui ont quelques petits trucs en plus. Et la série m'a fait un peu beaucoup penser à ça en fait, en vérité. Mais je pense qu'on pourra développer sur le coup en partie spoil pour le coup là-dessus. Ouais. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors donc je récapitule les faits tels qu'on les connaît, sans trop dévoiler avant de passer sur la suite, pour vous donner envie de regarder. Donc sachez qu'effectivement on a cette opposition parfaite de preuves qui conduisent à faire arrêter Terry Maitland, alors qu'il a un alibi qui l'innocente, et que donc, ça c'est factuel, hein, c'est pas hypothétique, on ne suppose plus très rapidement que ça ait été contrefait ou qu'il y ait eu de la triche, puisqu'on relève des empreintes dans les 2 lieux où il est censé être en même temps et qui datent bien du même jour. Les témoins visuels le confirment au même moment à 2 endroits différents. Donc on se retrouve devant une réalité qu'il faut accepter. Et c'est là que le bas blesse. Et donc, si déjà vous êtes en train de construire vos hypothèses et que vous n'avez pas vu la série, je vous invite à aller la voir. Et on passe tout de suite à la deuxième partie de l'émission. Et à la fin, il meurt ou pas, ou si, ou on ne sait pas trop. Pas tous, hein, globalement à peu près. Hein. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt, voilà. Faut dire que la fin, elle est quand même. Je m'attendais pas à une fin comme ça, quand même, personnellement. Mais... Ouais, ça arrive quand même de temps en temps chez Stephen King. C'est pas tout le temps qu'il se lâche là comme ça, mais ouais, ça arrive. Et même Parce que là, sur- le ouais. pauvre Terry Maitland. C'est tragique comme histoire. Ouais, non, mais ça, c'est. Moi, je pense. Franchement, je suis sûr que Jason Bateman, il en a rajouté. Parce qu'il aime bien se donner le brôle quand même. Oui, parce que c'est lui qui joue Terry Maitland. On l'a Ouais. pas dit, je crois pas. Ouais, ce regard tragique de ses dernières paroles en disant je vous jure, c'est pas moi qui l'ai fait, vous devrez avoir des regrets toute votre vie à cause de ça. Et tu te dis, ouais, bon, ok. Mais en tout cas, c'est la première fois que je vois Batman se faire abattre aussi facilement dans un film, quand même. Normalement, il se défend quand même un petit peu avant. C'est vrai. Mais en même temps, il avait pas son costume de chauve-souris, donc voilà. Voilà. Bon, et vous connaissez. Désolé, il fallait absolument que je la fasse. Ou pas c'est un. Jason Bateman, vous le connaissez bien, vous aimez bien ou pas? Parce que je suis absolument fan de ce gars. Vite fait, pas trop. Pas du tout. The Arrested Development et Ozark, ça vous parle pas trop? De nom. Ouais. Parce que je trouve que le génie de ces réalisations, alors The Arrested Development, je sais pas s'il réalise tant que ça, il devient rapidement producteur, mais je sais pas si c'est dès le début. Et dans Ozark, il joue le même genre de personnage, alors que la première série comique et la deuxième complètement dramatique, qui sont tous les deux un peu détachés, pince sans rire, enfin voilà, globalement presque chiant, mais intègre, c'est son personnage de base, mais qui sont incroyablement charismatiques et qui représentent effectivement un peu la décence de base. Et puis ensuite, ils sont soumis à tout un tas d'épreuves, quoi. Et dans The Ozark, son personnage est obligé, en fait, The Ozark, ça ressemble beaucoup au début à... Mince, comment ça s'appelle la série genre la plus connue du monde maintenant, à part Game of Thrones. Zodiac? Non. Non. Série, pas film. Enfin, il y a aussi la série de Zodiac, mais... Dallas Breaking Bad. Dallas. J'ai failli dire Friends. Ouais. Oui, pas faux, ouais. Non, c'est une famille qui se retrouve propulsée dans les milieux criminels sans le vouloir, en fait, quoi. Ils sont forcés d'y rentrer s'ils veulent survivre, quoi. Et donc là, c'est comment est-ce que un mec intègre à la base devient le pire des enfoirés pour protéger sa famille. Et on y retrouve en fait chaque fois
c'est le... Il s'intéresse vraiment, je pense, à la profondeur de la psychologie, des liens entre les personnages, et il les explore à fond. Et là, je trouve qu'il a su très bien rendre à la fois un côté Stephen King et sa patte à lui, quoi. On sent la patte de Jason Bateman pour moi, vraiment. Donc, si vous êtes fan de Jason Bateman par ailleurs et pas forcément de Stephen King, je la recommande d'autant plus, la série. Ok. Mais contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, je crois qu'il a réalisé que 2 épisodes, ou 3, mais pas plus. Alors, Il j'ai a pas réalisé vérifié la moitié de la série. et sur The TV DB, il est marqué qu'il en a réalisé 5. Et je ne sais pas Bah, lesquels. Le premier et le deuxième, et je suis sûr. Et les autres, oui, je ne ça sais c'est pas. sûr. Mais les autres, moi j'ai vu d'autres réalisateurs sur les génériques. Alors, parce qu'en fait, si Après, je je fais crois qu'il est, et je me demande s'il est pas 3, 4, showrunner. 8, donc j'ai 8 et 8, j'ai 16 réalisateurs. En fait, j'ai 16 réalisateurs. J'ai Il n'y a 16 que 10 épisodes. crédits. Il n'y a que 10 épisodes, ce qui veut dire qu'il y a des épisodes qui sont réalisés par 2 équipes. Voilà. Mhm. Probablement ceux qui se passent dans les 2 villes différentes d'ailleurs, quoi, plutôt sur la Ah oui. fin. Oui, à Dayton et à. Ouais. C'est quoi? Alors, C'est Cape City, non? La ville de Georgie? Pas peut-être. Cape Town ou un truc Cape comme ça. Town? C'est où Cape Town? Parce que Cape Town, ça me dit quelque chose, mais c'est peut-être parce que c'est plus connu que ça, en fait. Cape Town, c'est Ou pas. Cape City, hein, je sais plus, non. Non, Cape Town, c'est en Afrique du Sud. C'est pour ça qu'on connaît. Oui, c'est pas ça. Mais sur l'ambiance, là. L'ambiance Stephen King, parce que on la décrit pas, mais parce que on imagine que tout le monde voit ce que c'est, mais c'est notamment aidé par le fait que dans les romans de King, c'est très souvent dans des petites communautés, des petites villes où tout le monde se connaît. Et là, c'est le cas ici. Alors la ville, elle a l'air d'être quand même assez grande, mais tout le monde se connaît. Dès le départ, tout le monde se tutoie. Donc forcément, ça rajoute de l'ambiguïté, des conflits d'intérêts qui sont souvent là chez King. Et qui sont bien faits évidemment dans la série. Est-ce que le fait de le savoir, pourtant, je reformule. Je pense que le fait de le savoir nous empêche pas d'imaginer que les gens font correctement leur boulot. Parce que souvent, je trouve une réflexion qu'on se fait quand on est dans une série policière, c'est que quand même, il passe à côté d'un truc qui est gros comme l'année d'une maison. Pourquoi est-ce qu'il échafaude pas telle hypothèse? Pourquoi est-ce qu'il vérifie pas tel truc? Alors que là, moi, j'ai l'impression que rien n'est oublié. Ils ont vraiment regardé tous les éléments et surtout, ils se laissent pas forcément dominer par leurs Ralph va faire une erreur. Alors, quand même. C'est l'arrestation de Terry Maitland devant tout le monde. S'il rate son coup, il le rate. Et on sera éliminé du tournoi. Personne sera éliminé du tournoi. Et s'il réussit, il s'en vantera plus tard auprès de ses petits-enfants. Alors sois bon joueur. On y va? Arrête! Comment? Qu'est-ce qu'il y a, Don? Terrence Maitland, je vous arrête pour le meurtre de Frankie Peterson. Pour le quoi? Tendez vos poignets, je vous prie. C'est quoi cette histoire? Hé, vous faites quoi, là? Vous avez le droit de garder le silence. Don, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Alors en route. Oui, effectivement, mais c'est pas une erreur qui est faite, comment dire, c'est une erreur qui est dénoncée par la série. Voilà, mais c'est pas un problème de protocole d'enquête, quoi. En tout cas, on n'est pas dans le. Oui. Voilà, dans la recherche des faits. C'est pas un flic corrompu. C'est juste que là, il a été un peu fort sur l'arrestation du gars parce que il y avait quand même un mini truc de vengeance, c'est-à-dire c'était l'entraîneur de mon fils. J'arrive pas à croire que ce gars ait fait ça, donc il faut que. Lui faire payer. Même le fait que cette erreur justement soit beaucoup soulignée dans la série montre qu'on est dans une série qui aussi s'inquiète effectivement des procédés utilisés par les flics. Alors dans certaines séries, cette arrestation se serait faite comme ça, même on aurait plaqué le mec par terre, etc. Et il y aurait eu aucun problème, de justice. Hein. Tu vois, tu parlais des experts tout à l'heure, c'est un peu ça. Enfin, je pense que ce que Geoffrey voulait souligner, c'est l'aspect vraiment ultra réaliste du truc et que le fait que justement cette erreur, elle est purement
c'est pas comment dire une habilité de scénariste, c'est pas une pirouette de scénariste, c'est vraiment quelque chose qui est dans le scénario, quoi, et qui va d'ailleurs justement avoir une importance très forte dans la suite de l'histoire. Mais je me souviens quand il récupère lui-même le livre sur lequel on a les empreintes de Terry qui est allé dans un congrès, je sais pas où là, et qui croise d'ailleurs celui qui est censé être son adversaire dans l'enquête, hein, qui est celui qui défend l'hypothèse adverse. Déjà, ils sont tout le temps cordiaux entre eux. Bon, effectivement, ils se connaissent bien, mais ça les empêche pas de discuter et de débattre sans s'étriper. Et ça, c'est quand même très appréciable. Et puis, en fait, tu te dis complètement, à ce moment-là, si vraiment il a une conviction, tu vois souvent dans les polars noirs le type qui suit ses convictions et qui falsifie les preuves. Voilà, pas du tout, quoi. Non. Ouais. Il fait les choses comme Alors il faut. que, justement, ça me fait penser à un truc. C'est ça aussi qui est très fort dans la série, c'est que, comme tu dis, ils collaborent. Ouais. Y en a qui sont croyants, d'autres qui sont pas croyants. Et ben, ils s'étripent pas. Ils continuent à mener l'enquête ensemble. Tout le monde collabore. Et en plus, vu que tout le monde se connaît, si à chaque fois qu'il se passait un truc dans la ville, ce serait tout le monde s'entretuerait en permanence aussi. Et donc cette normalité avec des gros guillemets qu'on voit contrebalance aussi sur la thèse qui sera exposée, qui est totalement surnaturelle. C'est parce que il y a tout ce côté hyper normal, réaliste. La police, elle fait son travail. Les interrogatoires, ils sont longs, ils sont fastidieux, ça prend du temps. On attend les analyses, ça prend du temps, etc. Ça contrebalance avec ce gros truc qui plane au-dessus d'eux, en fait. Ça rend tout dur à croire. Jusque d'ailleurs au moment où en fait on comprend qu'ils décident d'aller eux-mêmes. En fait, j'ai trouvé que la fin de la série, justement, pour le coup, était moins crédible. Je suis d'accord. Parce que ils basculent complètement dans la. Alors, c'est pas de la vengeance, mais c'est dans le. Ils se disent bon, en fait, comme c'est trop gros pour que qui que ce soit y croit, on va prendre les choses en main nous-mêmes. De toute façon, personne ne croira qu'on a fait ce qu'on a fait, donc on peut totalement le maquiller, entre guillemets. Et là, on jette totalement la déontologie au placard. Et c'est mis sous le tapis avec un effet de lampe là, pour dire, quand je dis effet de lampe, c'est qu'on appelle ça l'argument de l'abat-jour là, vous savez. C'est quand on te donne une raison intradiégétique à la con pour te faire accepter un truc qui en fait est pas cohérent. Et c'est le moment où à la toute fin, du coup, El Cuco est allongé, on pense qu'il est décédé, et en fait, du coup, déjà on comprend pas. Est-ce que c'est lui qui envoie une vision à Ralph pour essayer de faire flipper alors qu'il est totalement à sa merci, c'est pas cohérent. Est-ce que Ralph a une vraie vision? Qui est-ce qu'il voit d'ailleurs? Est-ce que c'est les deux gamins? J'ai pas. Oui, c'est les gens qui étaient piégés dans la grotte. Ouais. Enfin, qui sont morts dans la grotte. Mais qui sont habillés de manière moderne, non? Ils sont morts dans les. C'est très bizarre sa vision. Je l'ai maté, puis je voulais revenir dessus, et puis je l'ai pas fait. Moi, je crois que on voit la mère et le père des deux enfants qui avaient disparu dans les années 50 ou 60. Mais en fait, ils sont habillés avec un sweat et tout ça. Là, j'ai fait, oh là, c'est bizarre. Ouais, alors, je du coup, je sais plus qui c'est. J'ai trouvé déjà cette vision sortie de nulle part. Je me suis dit, si c'est le Cuco qui l'envoie, pourquoi? Ça n'a aucun sens. Si c'est lui qui la voit, ça sort d'où? Ensuite, il retourne le voir, il lui dit, ah, en fait, t'es pas mort. Je vais t'achever bien comme il faut, mon gars, parce que j'ai pas envie que... c'est dans notre intérêt que personne ne sache que tu as existé. Et là, j'ai envie de leur dire, mais pourquoi c'est dans votre intérêt? Je veux dire, si vraiment vous croyez dans les faits et dans la reconstitution des faits, vous savez très bien que s'il y a une enquête, tout le monde va arriver aux mêmes conclusions que vous, en fait. Donc, pourquoi est-ce que vous tenez vraiment à maquiller le truc parce que vous avez décidé d'aller à l'affronter, que personne ne va croire que comme vous étiez armé, vous aviez des intentions pacifiques? Ça me paraît plus crédible, quoi. Voilà, je sais pas. Je l'ai pas vu comme ça à la fin, mais effectivement, ça pose question. Moi, je me suis dit, il l'achève pour être sûr qu'il soit mort et pas qu'il recommence.
Oui, j'ai pris ça Mais comme le dit Adeline, ouais, ouais, mais aussi. ça, si tu veux, c'est le, je sais pas, c'est le bien triomphe du mal classique du Stephen King à la fin de tous ses livres, et pourtant ça colle pas tellement avec le développement de ses personnages, je trouve. C'est là que ça pêche. Mmh. Et autant dans la série, à mon avis, que dans le livre, hein, parce que je vois pas comment ils auraient pu faire autrement. Mais en fait, la fin, elle est extrêmement bizarre. Parce qu'en fait, on croit que ça va être les gars partent à l'assaut de la bête, tu vois, piqué fourche en Ouais. main. Et en fait, Ils se font des ils sont pas du tout préparés. Enfin, C'est vrai, oui. en plus, on leur dit, il y en a plusieurs qui leur disent, la femme de Ralph, elle lui dit, mais tu te rends compte de ce que tu vas affronter là, vous n'êtes pas prêts. Et ils sont censés attendre les fédéraux ou les, euh, Les les policiers locaux, là. Ouais. voilà, d'autres, les renforts, voilà. Ils appellent Mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'ils sont censés vraiment attendre les renforts et puis ils sont pris dans cette fusillade avec Jack. Je pense que en fait, ils n'étaient pas du tout préparés. Ils se sont fait bien avoir comme il faut par Jack. Ils ont totalement sous-estimé le truc. Et donc forcément, ça finit bizarrement. Je pense que les mecs, ils savent qu'ils ont merdé, qu'ils auraient pas dû y aller. Et que c'est aussi une volonté de se couvrir en tant que flic, parce qu'en plus, c'est une enquête qu'ils sont pas censés faire. Puisqu'il y en a un en vacances, l'autre qui est avocat, l'autre qui est censé être vigile dans un parking. Il y a 2 privés, enfin, c'est n'importe quoi. Oui, non, de toute façon, ils le disent eux-mêmes. C'est un groupe de Faut s'ouvrir. citoyens qui décident de mener l'enquête pour essayer de Oui. comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pas du tout une enquête qui se fait en fait dans un cadre légal en fait, hein. On est typiquement sur voilà sur un groupe de faits qui veut mener cette petite enquête et puis tout le monde se rajoute dedans au fur et à mesure pour participer un peu au truc quoi. C'est avoué en fait même par les personnages pour le coup. Ouais. Du coup, j'aimerais bien qu'on en revienne à la construction des différentes hypothèses plausibles. Donc, dans la phase 2, qui tourne principalement autour de l'enquête d'Oleg Gibney, hein, qui se fait non pas dans la ville du départ, mais elle fait tout un périple pour retracer en fait le parcours de l'histoire qu'elle est en train de voir. Est-ce que vous avez trouvé ça, vous, crédible là pour le coup? Ça n'a pas été trop vite? Vous l'avez vécu comment? Bah, moi, déjà, je trouve ce personnage exceptionnel. Moi, le personnage Oligny, c'est tel qu'elle est présentée, on la présente comme vraiment l'enquêtrice incroyable. Donc, elle est détective privée, si je me trompe pas. Donc, en fait, il l'embauche pour enquêter en fait simplement sur le vol de la camionnette. Et en fait, elle va découvrir plein d'autres choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un personnage, enfin, on nous l'annonce dès le début, enfin, elle a une mémoire incroyable, elle a une capacité d'analyse incroyable. Et là, on est vraiment dans les personnages que je disais tout à l'heure, un peu dans le cadre des films de Shyamalan, comme Incassable, Split, etc. C'est-à-dire un personnage qui a vraiment des dons surnaturels, quasi surnaturels, hein, en tout cas très très porté sur les frontières entre possible et impossible, c'est-à-dire d'avoir une telle mémoire, d'avoir une telle capacité. Et elle-même en fait a été étudiée par beaucoup de psys qui ne comprennent pas ce qu'elle a. Et je trouve ce personnage incroyable. Et je comprends que, vu comment est caractérisé le personnage, on comprend que là, c'est un personnage qui a d'autres vies dans d'autres bouquins de Stephen King et potentiellement peut-être dans d'autres adaptations sur d'autres ouvrages. Et c'est un personnage qui en plus très bien joué par l'actrice que je ne crois pas que je connais, mais qui joue extrêmement bien ce personnage. Quand je vois le nombre de témoignages et de preuves contradictoires, toutes les vidéos que vous avez, on dirait que votre homme a un doppelganger. Ça vient de l'allemand, ça veut dire double ou sosie. Le mythe, si c'est un mythe, il dit que nous avons tous sur Terre une sorte de double. Si c'est d'un jumeau dont vous parlez, on a déjà vérifié. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je parle d'un double qui n'a rien de biologique. Les Égyptiens les appelaient Ka, les Norvégiens les appelaient les Vardøger, les Finlandais Etiainen, les Suisses l'oncle maléfique. Elle est très branchée histoire, elle adore Mais ça. mon préféré de très loin, c'est Fetch. C'est du vieil irlandais. Je sais pas pourquoi j'adore ce mot. En tout cas, ce que nous recherchons, c'est bien un humain bipède de chair et de sang.
Ma théorie concernant les doppelgangers, c'est que c'est une construction primitive qui sert à expliquer les troubles bipolaires, la schizophrénie ou tout simplement le conflit intérieur qui oppose toute personne à son ego. Si c'est un mythe. Pardon? Vous avez dit si c'est un mythe. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai aucune tolérance pour tout ce qui relève de l'inexplicable. Eh bien, dans ce cas, vous n'aurez aucune tolérance pour moi. Ok, nous y voilà. Je peux vous dire quel jour tombera le 1er mai dans les 204 prochaines années plus vite que n'importe quel ordinateur au monde. Je peux regarder un gratte-ciel pendant 2 secondes depuis un véhicule en mouvement et vous dire à 10 cm près la taille qu'il fait. Je ne connais pas seulement par cœur les paroles de tous les morceaux de rock qui sont sortis depuis 1954. Je peux aussi vous dire semaine par semaine quel classement ils avaient dans les charts jusqu'à la fin de leur exploitation. Mais vous savez quoi? Je déteste la musique, jamais je n'en écoute. J'ai le vertige à en vomir. Et si vous me demandez quel jour on est, je suis obligée de prendre un calendrier. Tout ça est vrai, je confirme. Quand j'avais 4 ans, mes parents m'ont emmené voir un psychiatre pour me faire examiner. C'est là où ça a commencé à dégénérer. Et jusqu'à mes 8 ans, j'ai subi toute une batterie de tests. J'ai été étudiée sous toutes les coutures. J'ai été observée, scrutée, filmée par des psychiatres, des spécialistes du comportement, des neuroscientifiques, des sociobiologistes interdisciplinaires. Et vous savez ce qu'ils ont dit? On n'y comprend que dalle. Alors, Monsieur Anderson, si je considère qu'utiliser le si conditionnel est nécessaire, c'est que dans ce cas, c'est ce qui convient le mieux. C'est l'actrice de Wicked, le film Wicked. Ah, je l'ai pas vu. La comédie musicale avec la sorcière verte. Ah oui, d'accord. Wicked. Wicked. Ce truc que je connais avec une Wicked. sorcière verte, c'est Magicien d'Oz. Mais... Mais c'est ça. C'est une comédie musicale très célèbre aux États-Unis. Ils viennent de sortir un film il y a pas longtemps et c'est l'actrice principale. D'accord, ok. Non, mais je connais pas du tout. Mais enfin bon, voilà un peu. Et puis après, non, pour l'enquête qu'elle mène, moi je trouve qu'elle amène très bien. Et puis finalement, que tout s'enchaîne plutôt bien. Là où effectivement, c'est ce que je vous ai dit, mais je crois que c'était avant l'émission pour le coup, donc sur le coup, je vais le redire. C'est que elle va amasser en fait un certain nombre de faits qui collent entre eux, c'est-à-dire qu'elle va réussir à voir quels sont les assassinats, par exemple, qui ont précédé le même assassinat, et à voir qu'il y a énormément, enfin que c'est des assassinats similaires en fait, de gamins torturés, à moitié dévorés, etc. Et qui se sont produits, et en fait les cas sont exactement pareils, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été accusés, qui ont toujours défendu leur innocence, et qui avaient des preuves aussi qui allaient dans le sens de leur innocence. Et en fait, elle va remonter un petit peu ce fil-là. Et là, en fait, on va avoir plein de nouvelles preuves, plein de nouvelles choses qui vont nous pousser peu à peu vers quelque chose de assez extraordinaire, quoi. Et elle va arriver assez vite à proposer en fait une hypothèse qui est l'hypothèse de El Cuco, donc qui est un démon mexicain, si je me trompe pas. En tout cas, c'est un démon qui est dit, en tout cas, qu'il est présent dans la plupart des cultures. C'est le croque-mitaine, par exemple, aux États-Unis, etc. Et donc, elle va en arriver à cette conclusion-là assez rapidement. Moi, le souci que j'ai avec cette conclusion-là du personnage, c'est qu'à partir de faits, elle va en fait arriver à une hypothèse qui va pas être directement en fait reliée avec les faits en eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'il va y avoir un manque d'argumentation, un manque de faits en fait pour relier son hypothèse à elle et les faits. C'est-à-dire que ça aurait pu être très bien El Cuco, le croque-mitaine, etc. Mais ça aurait pu très bien aussi être des extraterrestres, etc. Enfin, il y avait d'autres hypothèses possibles qui n'ont pas été entre guillemets envisagées. Pourquoi cette hypothèse-là était l'hypothèse finalement qu'elle a préférée? Quelle est finalement, j'ai envie de savoir, quel est son rasoir d'Occam? Voilà. Moi, j'ai peut-être une explication pour ça. Parce que c'est un personnage, effectivement, on ne sait pas si elle a des capacités qui sont proches des autistes Asperger. La facilité à compter, à mesurer, à une mémorisation intense des dates notamment, etc. Mais on ne sait pas si elle tend vers ça ou plus vers le Shining. C'est un personnage, voilà. On ne sait pas si effectivement elle a des dons.
supernaturel ou pas, ou les deux, on ne sait pas. Et puis on Et peut le dire, parce qu'à la fin, on nous dit qu'en fait, elle est autre chose que ça, puisque quand on l'observe, c'est ce qu'on voit, Ouais. c'est ce qu'on interprète comme ça, une espèce de forme de trouble du spectre autistique. Mais on nous dit clairement que dans son enfance, aucun scientifique était capable de lui donner un diagnostic. C'est là où Euh, ça pêche. On se dit, elle aurait pu être diagnostiquée dans ces cas-là. C'est oui. les Et troubles elle, à la autistiques, fin, évidemment, elle vient dissiper un peu le malentendu en bien disant sûr. un outsider peut en reconnaître un autre, et en fait, on comprend Ouais. que le titre ne désigne pas que El Cuco, juste à ce moment-là, quoi. Mais en fait, moi j'ai vu ça comme c'est une personne, vu qu'elle réfléchit énormément et que si elle dit réellement tout son cheminement de pensée, ça va mettre des plombs, donc elle fait des raccourcis en fait pour les gens. Et le raccourci, il est surtout dans une phrase qu'elle répète beaucoup, c'est on ne peut pas exister dans deux réalités simultanées. Enfin, on ne peut pas être Oui. deux dans la même. Je sais plus ce que c'est la phrase. On peut pas être deux dans la même réalité. Donc ça, c'est acté. Donc pour elle, c'est forcément autre chose. Donc effectivement, pourquoi elle pense pas à des mondes parallèles? Pourquoi je pense que toutes ces Oui. hypothèses-là, elle se les est faites dans sa tête, mais on les voit pas. Et elle en arrive, elle, très vite, parce qu'elle réfléchit très vite, et on arrive très vite à cette conclusion de ça ressemble plus à un démon qui se transforme parce que elle a des éléments qui vont dans ce sens-là, quoi. Mais c'est Pour ça, moi, je le pense, raccourci, il est là. Je suis pas trop d'accord avec vous deux sur ça, parce que je pense qu'en fait, elle part des faits qu'on sait contradictoires, et alors qu'elle connaît très peu la situation là-bas, hein, elle a juste un certain nombre d'éléments dont elle sait qui fonctionnent pas entre eux, et puisque à la fin, elle oublie même qui est Terry Maitland. Je sais pas si vous vous souvenez. Ah, Elle je pose la voulais en question, parler de qui ça. est Terry. J'ai trouvé cette phrase tellement bizarre. Qui est Terry? À la fin, Non, elle mais sort ça ça. Qui ça m'a c'est Terry? paru très Sherlock Holmes. Du genre, en fait, c'était pas une information que j'avais besoin de retenir, je ne l'ai pas retenue. Oui, il y a un côté, en fait, l'enquête est tellement partie, en fait, complètement ailleurs qu'en fait, Thierry n'était plus du tout le centre, finalement, de l'enquête. Ouais. Ouais, Puis elle a mais on peut non, se mais dire aussi, est-ce qu'elle veut pas qu'on. Est-ce qu'en fait, elle s'en souvient pas? Enfin, moi, je me suis dit, bah, elle est. Ça se trouve, elle fait des erase dans sa tête, tu sais. Elle a Oui. des. Elle fait. Elle vide sa poubelle. Tu sais, je sais Oui, pas. c'est ça. Ouais, Oui, c'est vrai que ouais. c'est drôle pour une personne qui a effectivement une mémoire Une mémoire incroyable, quoi, infaillible. effectivement. Infaillible, quasiment infaillible, Et ouais, à la effectivement. fin, tout est résolu ou presque. Et c'est qui Terry? Bah, c'est-à-dire, c'est le gars pour lequel on est là. Enfin, tu vois, et là, je me suis dit, il y a un truc dans cette phrase autre que ce qu'on veut bien nous dire. Est-ce que Moi, je ça veut pense pas que dire, ça genre, il faut qu'on étouffe l'affaire sur Terry Maitland? Ah non, non, je pense pas. Elle parle pas en énigme Je comme sais pas. ça. Ça ressemble pas trop au personnage. Ce qui ressemble au personnage, c'est de se dire qu'en fait, effectivement, et peut-être que c'est ça qui est censé coller, hein, je suis pas du tout expert du sujet, mais peut-être qu'effectivement, dans les rares cas de mémoire quasi infaillible, le syndrome du savant, un truc comme ça, euh, en fait, t'es quand même la sélection de ce qui est mémorisé est quand même importante. Et ce qui est mémorisé est souvent rattaché à l'affect. Donc là, en fait, on nous montre qu'elle n'a pas du tout d'affect pour l'affaire d'origine, et qu'elle a développé un affect autour d'autre chose. Le type qu'elle a rencontré pendant son enquête, Jack, voilà. Et pas du tout Terry Maitland, en fait, quoi. Voilà. Et El Cuco. Et El Cuco, Ouais. évidemment, voilà, elle s'identifie un peu à lui aussi. Et Il y a un truc très incassable là-dedans, hein, c'est-à-dire d'avoir des personnages quasiment Nemesis. antagonistes, en fait, Ouais. qui sont. Ouais, Nemesis, exactement, c'est ça. Hein, c'est le bien et le mal, quoi. C'est vraiment. De toute façon, il y a ça dans la série. Hein, dès le début, moi, dans la série, j'avais marqué ça dans mes notes. J'avais dit, en fait, c'est pas juste un simple meurtre. On sent qu'il y a le mal, en fait, qui plane vraiment dans cette ville. Parce que, effectivement, on l'a pas rappelé, mais après le meurtre du gamin. Il va y avoir ensuite sa famille, sa mère qui va mourir je crois, en tout cas, un truc qui ressemble à une crise cardiaque. Il y a son frère, on ne sait pas trop, je crois que c'est son frère, et surtout qui va À se qui? donner au gamin, en fait, qui a été tué au tout Alors, début. sa mère se suicide. Son Non, elle se frère, suicide pas, je crois pas qu'elle se suicide. si, elle se Non, suicide. elle fait un AVC. Elle fait un AVC ou un arrêt cardiaque. C'est son grand-père qui se Ouais. suicide. Ouais. Je crois qu'elle est suicidée. Parce que le frère, lui, il est tué par Ralph.
Oui, le frère est tué par Ralph. Et en fait, c'est là en fait, et ça, c'est dans le 2e épisode. Et surtout, c'est là qu'au premier épisode, en fait, on voit des morts se succéder au fur et à mesure et qu'on sent vraiment cette espèce d'atmosphère horrifique en fait planer sur cette ville. On sent qu'il y a déjà un aspect un peu surnaturel, même si on n'est pas capable de mettre le doigt dessus en se disant bon, bah, ça peut être voilà, ça peut être genre juste en fait un aspect domino, c'est-à-dire qu'il y en a un qui tombe et puis tous les autres derrière tombent parce que la catastrophe est tellement horrible que Ouais. tout tombe derrière. Et finalement, ce qui est assez drôle, c'est de voir que la veuve de Thierry Maitland, en fait, tient énormément, enfin, sa femme et ses 2 filles tiennent énormément, en fait, et ne plonge pas aussi comme ça a pu être le cas dans d'autres familles. Ah oui, oui. Alors, elles sont résilientes, tu veux dire. Ouais, ouais. C'est vrai. Je C'est les reviens, seuls, ouais. si vous permettez, là, sur l'élaboration de la théorie d'Oli Gibney. C'est qu'effectivement, je pense qu'une fois qu'elle a les faits, on est passé de la déduction, qui était la première phase, à l'induction. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est obligé de construire une hypothèse en fonction de ce qu'on a sous les yeux, et on peut plus écarter d'autres hypothèses. Donc on dit quel est le minimum commun qui fonctionne, et pour moi c'est un bon exemple parce que l'induction, on en parle assez peu finalement dans le scepticisme. On Ouais, faut que considère tu souvent expliques que... alors pour le coup. Explique bien ce que c'est, parce Alors, que c'est pas forcément facile non plus. en gros, l'induction, ça va être, au lieu d'essayer d'écarter toutes les hypothèses qui ne peuvent pas coexister avec notre hypothèse principale, on va, ou notre hypothèse nulle, hein, selon le fonctionnement, on va essayer de partir de ce qu'on appelle le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire dans plusieurs hypothèses différentes, quel est l'élément qui fonctionne à minima dans toutes ces hypothèses-là, et à partir de là, est-ce qu'on peut essayer de construire une seule hypothèse plus grande, quoi, on va dire un peu plus globale. On arrive à El Cuco qui finalement est assez spécifique, hein, c'est moins global, mais on ne nous dit pas quelle est la nature d'El Cuco. On décide que c'est une figure mythique, mais ça ne dit pas si cette figure mythique, elle est apparue parce qu'elle venait d'une autre civilisation, si elle vient d'un monde parallèle. Bon, c'est Stephen King, on est dans le fantastique, mais il y a encore d'autres choses qui sont compatibles avec ça. Et je trouve que c'est pas complètement écarté et que ça rend la chose assez intéressante. Ce qui n'est pas du tout effectivement remis en question, c'est le don d'ubiquité, alors que pourquoi pas, on pourrait envisager qu'il y ait de la téléportation complètement. À quel moment est-ce qu'on s'arrête? Mais parce que en fait, il y a plus de probabilité avec, tu te demandais où était le rasoir d'Occam, avec l'histoire de la griffure, qu'il s'agisse d'une espèce de forme d'usurpation d'identité, Ou de plutôt maladie, un truc. de maladie. Oui, Voilà, la maladie est très dont on peu parle. citée, ou l'infection est très peu citée. Elle Elle est dit quand même, hein. ouais, Elle ouais, est ils en dit, parlent. mais Ouais, ouais. On parle d'épidémie. Oui, c'est vrai. oui, mais très rapidement. C'est pas une hypothèse qui va être vraiment beaucoup mise en avant pour le coup, Ouais. alors que ce serait une hypothèse potentiellement un peu plus qui passerait plus facilement le rasoir d'Occam que El Cuco pour le coup. Ouais. Et qui aurait effectivement beaucoup de limites parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas expliquer avec Bien ça pour sûr. le coup. Mais on parle pas non plus de drogue, d'empoisonnement, de manipulation mentale, d'hypnose, qui aurait pu expliquer aussi tout ça. Et de, comment dire, aussi d'usurpation d'identité d'une certaine Ouais. manière aussi. Parce qu'il y a un moment, c'est dit aussi, pardon Geoffrey, c'est dit que il est possible de piquer des empreintes à quelqu'un. C'est-à-dire, tu touches un objet, on vient avec du scotch prendre l'empreinte et on la redépose ailleurs. Et là, je me suis dit, oh merde, en vrai, c'est possible, c'est flippant. Et là, tu te dis, bah en fait, il y a un gars, le vrai meurtrier, il prend les empreintes, tu vois, et il s'amuse à les recoller sur. Ça paraît, c'est très tiré par les cheveux, mais pas c'était complètement explicable. impossible. Mais moins que El Cuco, hein, techniquement. Invraisemblable, mais pas impossible. Ouais. Tu cites Anatomie d'une chute. Non, c'est vrai que c'est une phrase assez récurrente, je trouve, dans le principe de parcimonie, quoi. Mais C'est fortement improbable, mais pas impossible. ouais. Et pour revenir sur l'induction encore, je pense que c'est de la bonne induction pour une fois, parce que souvent dans les films ou ce que nous on observe nous-mêmes en tant que sceptiques, c'est que on a toujours un moment où tu as quelqu'un qui va essayer de faire coller les faits à sa théorie plutôt que l'inverse. Et du coup, ça, on dit souvent, en fait, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais je trouve que quand on dit ça,
on met de côté souvent le principe d'induction qui, lui, pourtant, est quand même basé sur une certaine méthodologie rigoureuse, quoi. Et là, elle fait pas mal les choses, Gibney, en fait, quand elle arrive à sa conclusion. Oui, sachant qu'en fait, sa théorie recoupe absolument, pour le coup, toutes les preuves, tous les témoignages, et tout devient cohérent avec cette explication-là. Ouais. Elle arrive à une théorie, quoi. C'est plus juste une Ça hypothèse. n'écarte rien, alors que toutes les autres hypothèses avant écartaient certaines choses. Là, ça englobe tout. Après, c'est vrai que c'est une théorie assez incroyable et finalement qui va se vérifier parce qu'en fait, elle va faire la preuve que sa théorie fonctionne en faisant des prédictions. Et ça, c'est assez intéressant. C'est un peu comme ça que fonctionne la science aussi. Ouais. À partir du moment où on a assez d'éléments pour essayer d'établir une théorie, on va voir si la théorie fonctionne en la mettant à l'épreuve du réel, en essayant de voir, par exemple, si une théorie est capable de prédire quelque chose. Alors, plutôt en sciences techniques et naturelles, un peu moins en sciences humaines, je crois. Enfin, on utilise beaucoup moins ces procédés-là. Mais par exemple, là, en fait, elle va émettre beaucoup d'hypothèses, comme par exemple le fait qu'il y a des personnes qui sont effectivement sous son emprise, qui sont marquées avec dans le coup, le don de pouvoir voir à travers les yeux de ces personnes-là, etc. Enfin, en fait, elle va émettre beaucoup d'hypothèses. Et qui sera la prochaine victime? Et qui sera la prochaine, enfin, en tout cas, qui sera potentiellement le utilisé en doublon, voilà, quoi. C'est Ouais. ça, exactement. Oui, exactement, c'est ça effectivement. Et donc c'est là-dessus qu'en fait on va voir qu'elle a raison, et c'est ça qui va faire notamment pencher les plus sceptiques entre guillemets, Ouais. en tout cas ceux qui veulent vraiment beaucoup moins y croire, notamment c'est le cas de l'avocat ou de Ralph par exemple. Oui. Ça c'est bien montré aussi au moment où du coup on a assumé, ça y est, que c'est un shapeshifter, un métamorphe. Donc il change de forme. Bon, mais elle décide pas que la règle c'est X-Men, quoi. C'est pas Mystique qui peut changer de forme à volonté rien qu'en regardant les gens. Il faut qu'il y ait un certain protocole, il faut qu'il ait le sang, etc. Et puisqu'elle comprend pas, du coup elle a tous ces éléments qui ne contredisent pas sa théorie, mais qu'elle n'a pas réussi à rattacher. Pourquoi il y a une régularité entre les crimes? Pourquoi c'est toujours 24 à 27 jours? Et elle le comprend quand elle voit les dessins au mur et qu'elle se dit « Ah, en fait, il a besoin de temps pour assimiler un nouveau visage. » Et d'ailleurs, la façon dont c'est dit permet à la toute fin de dire « Bon, bah, pour les assimiler, il fait beaucoup de temps, mais si on veut revenir sur un ancien visage, en fait, on ne sait pas si c'est parce qu'il est en train de mourir ou si c'est un geste de désespoir ou si c'est juste vraiment pour le côté dramatique, hein, mais on revoit les 4 visages précédents, quoi, qui viennent complètement écarter tout doute possible. » Je sais pas à la fin, ouais, effectivement, si c'est en fait que une fois qu'il les a ingurgités, en fait, elles restent un peu en lui. Mais du coup, Ouais. il les recrache tout à la fin, je sais pas. Ouais, s'il avait pu vraiment complètement changer à volonté, il l'aurait sans doute fait avant, non? Il aurait pu être passé pour inaperçu en tant que Maria Canales dans un nouvel endroit, non? Enfin, je suppose, ce serait pas très cohérent qu'il puisse le faire à volonté. Ouais. Non, ça, je pense que c'est plus un truc de Dramatique. peut-être pour un effet visuel, je sais pas. Mais justement, par rapport à ce que vous disiez là, moi je trouve ça bien que justement El Cuco il arrive très vite en fait, parce que comme disait Vivien, on a le temps d'éprouver cette théorie-là. Oui. Et on se retrouve avec des personnages qui eux aussi vont devoir éprouver la théorie et ce qu'ils croient ou ce qu'ils croient pas, et comment petit à petit ils vont finir par adhérer à cette théorie qui va devenir la théorie la plus rationnelle finalement. C'est la théorie surnaturelle qui va devenir la théorie la plus rationnelle, et ce qui fait qu'à la fin, Ralph, il est obligé d'adhérer. C'est même pas une question de croire, c'est que les faits sont là, il est obligé d'adhérer à cette théorie. D'ailleurs, C'est même plus croire ou pas croire à la fin. C'est vrai. Il devient donneur de leçons lui-même avec l'avocat, là, avec Howie Saltan, je sais plus comment il s'appelle. Alors qu'il y croyait même pas lui-même la veille, et il oublie un petit peu que ce qui le fait basculer, c'est le vécu personnel, quoi. C'est l'expérience d'être confronté à la preuve que tu peux pas nier. Alors que d'autres ont été capables d'ouvrir un petit peu leur esprit comme ça sans avoir cette preuve-là. Genre, il est très Là, ce qui est Saint Thomas drôle, d'Aquin, tu vois.
Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'on peut faire aussi un parallèle avec un autre film qu'on n'a pas encore traité, mais qu'on traitera un jour. C'est avec 12 hommes en colère, par exemple, et de voir ici, parmi tous les personnages donc, qui vont assister à cette réunion, qui est un pivot vraiment dans la série. Donc la réunion quand Oli Gimney va exposer sa théorie donc à toutes les personnes qui l'ont embauché, donc l'avocat, la personne qui enquête pour lui, les 2 policiers, la veuve de Thierry Maitland, dont j'ai perdu le nom. Enfin voilà. Et à tous ces personnages-là, en fait, elle va exposer sa théorie. Et en fait, là, c'est là que ça va devenir vraiment intéressant en ce qui nous concerne, parce que c'est là, en fait, où chaque personnage va réagir en fonction de ses croyances, de ses préjugés, en fonction de sa culture, etc. Est-ce qu'il va être capable d'adhérer à cette théorie ou pas? Et c'est assez intéressant de voir comment chacun des personnages va accepter ou non ce qui va lui être dit. Et puis effectivement, à ce moment-là, Ralph et puis l'avocat vont vraiment être dans le rejet de la théorie, parce que pour eux, ils sont censés être, ils se disent rationnels. Et donc la rationalité veut qu'on va pas mettre en avant une théorie irrationnelle, alors même que les faits en soi le sont. Hein. Enfin, les faits en soi sont très difficilement explicables, et eux, ils n'ont pas de théorie, d'autres hypothèses en fait à amener. Ils sont complètement à court d'hypothèses en fait, et elle ramène une autre hypothèse à laquelle ils n'adhèrent pas du tout. J'ai l'intime conviction qu'ils étaient tous les 3 innocents. Je crois aussi qu'ils étaient eux-mêmes des victimes. Et je pense enfin qu'ils ont tous les 3 été choisis. Qu'entendez-vous par choisi? Choisi par qui? Parfois, quand on est face à une série d'événements en apparence improbables et qui ont toutefois un lien évident... Choisi par qui, Oli? Quand les faits auxquels on est confronté présentent un certain nombre de coïncidences obscures, peut-être que la meilleure démarche à adopter pour comprendre la situation, ce n'est pas de rejeter catégoriquement les faits, mais de repousser les limites de notre perception de la réalité. Maria Canelles et son entourage proche sont convaincus que le vrai tueur du jeune Luis Aparicio est une entité maléfique dénommée El Cuco. Et enfin voilà, et ça, ce pilier est assez intéressant parce que c'est là où en fait on a plein de conversations entre les personnages sur leurs croyances ou pas, et qui va amener plein de vraiment de petites pépites de dialogue, quoi. Bon, c'était un peu facile, mais d'ailleurs j'ai bien aimé le classique en tant que sceptique. Oui, en fait, c'est comme Dieu ton histoire. C'est classique américain. Du coup. Ouais, mais c'est pas. Ils l'apprennent. Enfin, ils la prennent un peu pour une folle. Ralph, il est un peu là-dedans. Mais quand même, plusieurs disent que, bon, El Cuco, on peut squeezer El Cuco et écouter ce que dit Oli parce qu'elle a peut-être pas tort sur tout. Et en fait, elle a des preuves, elle tient quelque chose, quoi. Et on peut adhérer à la théorie sans croire à El Cuco. Ça, c'est le flic du JBI, là, qui dit ça. C'est Younes, son Sablo. Sablo, ouais, je crois que c'est Sablo. Sablo, son nom de famille. Et lui, il est trop intéressant, il est incroyable, ce personnage. Et lui, il est très croyant. Mais il est très sur la réserve. Donc, je pense que d'un côté, lui, il a peur de El Cuco, vraiment, dans ses croyances et tout. Mais là, il est pas sûr qu'on est face à El Cuco. Par contre, il sait reconnaître une enquête quand elle est bien faite. Et il sait que Oli, elle a fait du bon travail. Et donc, c'est lui aussi qui raisonne Ralph. J'ai beau chercher, il y a un truc qui tient pas debout dans toute cette histoire. Pourquoi il voulait la tuer? Quand on y réfléchit, ça a pas de sens. Il se pourrait bien qu'elle t'ait dit pourquoi et que t'aies refusé de l'entendre. Pour moi, elle est pas folle. Elle est bizarre, certes, mais elle est pas folle. On a vraiment cherché à l'éliminer aujourd'hui. Elle a à peine eu le temps de poser ses valises qu'on voulait la mettre hors circuit. Je lui ai montré la photo de Claude Bolton. Je lui ai demandé si elle savait qui il était. Oui, puis qu'est-ce qu'elle a dit? Elle l'avait jamais vu, mais ça a eu l'air de l'interpeller. Ça lui disait quelque chose, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Je te félicite. Merci de l'avoir perturbée encore un peu plus qu'elle l'est déjà. En rajouter une couche, ça va vraiment nous aider.
Il y a une grosse différence entre toi et moi. Tu cherches un sens auquel te raccrocher dans cette affaire, tandis que moi, tout ce que je veux, c'est la tirer au clair. Ouais. Et d'ailleurs, par rapport à parce que là, on est carrément passé dans la phase de l'acceptation de la théorie. Il y a aussi la scène dans la voiture où il y a comment il s'appelle, l'assistant de Dawi Saltern, enfin son assistant, son enquêteur, c'est son détective privé à lui. Le privé, ouais, je sais plus son nom. Ouais. Et du coup, Ralph est en train de dire que il accepte le truc, mais qu'en gros, il est quand même toujours un peu le cul entre deux chaises, quoi. Et l'autre, il lui dit, mais tu prends ce que tu peux petit à petit, one bite at the time. Arrêtez les phrases au conditionnel quand t'en parles. J'ai remarqué que tu dis plus « si ce truc est réel », si ça essaie de devenir Claude, si ça peut vraiment faire des bonds de personne en personne. Ouais. Je crois que mon sens des réalités et du rationnel a reçu du plomb dans l'aile. Et du coup, comment tu te sens? Ça me rend malade. J'ai mal au bide, j'ai une boule à l'estomac. Parce que si j'admets que ce genre de créature existe, si ce genre de choses vit sur Terre avec nous... Avance petit à petit, vieux. Regarde les choses en face. Si ça existe, si c'est bien réel, ça flingue complètement notre conception du monde. C'est pas compliqué, ça remet en question toutes les... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Avance petit à petit. T'arriveras jamais à tout intégrer d'un coup, alors trie les informations. Avance étape par étape et ça va le faire. Et à côté, il y a l'autre qui se fout de leur gueule, je sais plus ce qu'il leur dit exactement, mais il leur sort un autre truc très improbable, et puis il voit leur regard, et il se dit, ouais, c'est bien ce que je pensais, en fait, c'est du flan, quoi. Ils arrivent pas, comment dire, ils sont effectivement capables d'accepter des choses que petit à petit, mais alors ils se gargarisent à ce moment-là d'avoir réussi à étendre leur horizon des possibles, de se dire, ouais... en fait, quand même, on peut se dire qu'on est ouvert d'esprit parce qu'on arrive à croire à ça. Et l'autre, en leur ramenant une nouvelle théorie qui a l'air complètement improbable, il leur montre qu'en fait, c'est pas parce qu'ils ont accepté un truc qu'ils vont en accepter d'autres. Ce qui pourtant, on le voit, fonctionne pas chez tous les personnages de la même manière. Les sceptiques, ils sont comme ça, ceux qui sont, on va dire, un peu sceptiques de nature. Et les autres, au contraire, pour eux, ça devient, comme on l'a vu dans Les Mystères de Londres, une porte ouverte sur le paranormal en général. Et d'ailleurs, c'est comme ça que devient Ralph à la toute fin. Il se dit, mais peut-être que si en fait El Cuco existait bien, ça veut dire que je verrais des règles pour de vrai dans mes rêves, quoi. Voilà. Oui, c'est pas sa femme qui lui dit mollo mollo, chaque chose en son temps. Oui, elle est intéressante cette conversation parce qu'effectivement, ce que dit Ralph, il dit si cette chose est bien réelle, ça remet tout en question. Tout ce en quoi on croit, notre vision du monde. Et donc l'autre, il lui répond Ralph, quoi? Vas-y petit à petit, accepte ce que tu peux et garde ton sang-froid jusqu'à ce que tu sois vraiment prêt. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on a une illustration parfaite en fait de ce qu'on appelle la dissonance cognitive, quoi. C'est-à-dire en fait, à partir du moment en fait, on a une idée nouvelle qui arrive, qu'on est prête à l'accepter, en fait, qui va remettre tout en question. Qui va en fait balayer toute une partie. Et là, c'est le moment où soit on accepte l'idée, on accepte de déconstruire énormément de choses qu'on a construites, et peut-être qu'il y a certaines choses qu'on va enlever, mais qui n'auraient pas dû être enlevées dans les croyances qu'on avait de base, ou peut-être qu'on va juste simplement réfuter l'idée, la mettre parce qu'elle remet trop de trucs en question, et que c'est trop difficile de l'accepter comme nouvelle idée. Et voilà, et là je renvoie sur les travaux de Léon Festinger, sur le travail de la dissonance cognitive. Il y a plein de choses super intéressantes là-dessus, mais là c'est clairement quand on dit vas-y petit à petit, essaye d'accepter une chose après une autre, vas-y lentement, essaye de pas tout remettre en question tout de suite, parce que là c'est le moment en fait où ça va devenir très très compliqué mentalement à assumer, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que là il y a des conversations super intéressantes, j'en ai plusieurs en note, et les dialogues, oui. Oui, ouais. On a peut-être pas assez insisté sur les dialogues qui sont excellents, quoi. Sur les blagues aussi, ouais. Parce qu'il y a plein de dialogues. C'est souvent d'ailleurs des vrais dialogues au sens de deux personnes. Et il y en a beaucoup dans la série, je trouve, même par rapport à d'autres séries. Moi, j'ai le premier vraiment, là, qui est hyper intéressant. C'est Terry qui parle avec sa fille. Sa fille, elle lui demande si deux équipes prient avant un match. Dieu, il choisit laquelle?
Oui, c'est vrai. Et la mère direct a fait « Il ne choisit pas ». Et son père, il fait « Sauf si c'est la Géorgie contre la Floride ». La mère, elle fait « Terry, Dieu ne choisit pas ». Et le père, il répond « Il écoutera la Géorgie ». Et la fille « Pourquoi il prie alors ?» Bah, c'est basique, mais effectivement, c'est d'une logique implacable. Qui va gagner aujourd'hui? Ben, tes dragons. Les dragons. Les dragons, bonne réponse. En tout cas, je l'espère. On va donner tout ce qu'on a. Si deux équipes prient avant le match, laquelle Dieu choisira de faire gagner? Il choisit pas. Sauf si c'est un match Géorgie-Floride, chérie. Et auquel cas, Terry. il choisira la Géorgie. Dieu ne choisit pas. Alors pourquoi elle prie les équipes? Parce que ça les encourage à bien jouer et à donner le meilleur d'elles-mêmes, quel que soit le score final. Tu vois? Pourquoi il prie? Il y en a un qui va gagner et l'autre qui va perdre. Mais oui, il y a plein de discours comme ça. Et puis il y a l'histoire aussi de l'avocat sur le vampire yiddish aussi qui est exceptionnel. Howard, je dis pas que je la crois. Mais j'irai pas jusqu'à dire que je conteste tous ses propos. D'accord. Écoute, elle a évoqué tout un tas de choses sur les mythes et légendes à travers l'histoire, et j'ai lu pas mal de trucs à ce sujet. Ah ouais. Ah. Au fil des siècles, on a traité des gens de diables, ou de démons, ou encore de sorciers. Je te passe les loups-garous, les vampires et je ne sais quoi d'autre. Avec le recul, on dit toujours que les gens autrefois étaient ignorants, qu'ils étaient hystériques et superstitieux. Aujourd'hui, on a la science, la psychologie. On fait plus la connerie de prendre des êtres humains pour des démons. Seulement, est-ce que parfois on ferait pas la connerie de prendre des démons pour des êtres humains? C'est très intéressant. Je trouve aussi. Et la légende du vampire yiddish, tu la connais pas? Un jour, un vampire entre par le vitrail d'une église, tout gros dehors, prêt à mordre. Le prêtre saisit alors un crucifix, le tend vers lui en criant « Disparaît, démon !» Le vampire lui rit au nez et répond « Nid kun ich helfen, Bubala !»« Ça te sauvera pas, pépère. » C'est ce qu'il dit en yiddish. Ok. Alors je sais plus exactement c'était quoi un peu la conclusion, si vous en souvenez de cette histoire, mais qui est assez, ça fait un peu... je crois que c'est un peu pour remettre un peu en question C'est que l'ail, ça marche pas sur lui. Les crucifix, ça marche pas sur lui parce qu'il du coup, il est juif et qu'il croit pas que le crucifix peut lui faire du mal, donc ça lui fait pas du mal. C'est histoire de dire ça, mais... chacun a ses croyances et que tu peux garder les tiennes pour toi, quoi. Oui, c'était un peu ça, l'idée. Ouais. Mais cette histoire est un anti-Warren. très drôle. Les Warren qui pour eux il y a une seule religion et tout est lié à Satan et je sais pas quoi. J'y avais pas pensé, mais ouais, ce serait bon. Venez, on raconte ça aux Warren la prochaine fois qu'on les croise. Tu connais le vampire yiddish? D'ailleurs, il y a une référence aux Warren hein, dans le film. Bon, je sais pas si il y a Jack à un moment, mais je sais plus à qui il dit ça. Il dit The devil made me do it. Et il y a l'avocat qui fait The devil made me do it, c'est ça, ouais. Ah oui, complètement. Alors, j'ai pas su si effectivement, peut-être que en fait la phrase était déjà utilisée avant. Il y a peut-être un facteur confondant effectivement dans la corrélation. Non, c'est clairement, enfin, c'est clairement une référence à l'affaire The devil made me do it. D'accord. Enfin, c'est une phrase ultra connotée maintenant. C'est forcément une référence à ça. Et j'aime bien la réponse de l'avocat. Ouais, c'est ça, ouais. Il dit un truc un peu comme ça. Alors qu'en fait, c'est vrai. C'est ça qui est drôle. Pour le coup, là, c'est vrai. Et ben d'ailleurs, parlons-en de ça, parce que tout ça, ça fait référence à Al Jack. Moi, j'ai trouvé que c'est allé un peu loin dans l'élaboration des règles de Del Cuco, puisque du coup, petit à petit, j'imagine comment on est en tant qu'auteur quand on se dit, bon, bah, il faut pas qu'il ait l'air d'être trop puissant, il faut qu'on puisse s'attaquer à lui en tant qu'humain, il faut pas que ce soit une espèce d'entité divine. Et puis, il faut que tu cherches des choses pour pallier aux faiblesses de scénario, dont le fait que s'il est trop faible pour manger un enfant au milieu des 27 jours, ben, c'est que du coup, il a un autre moyen de survivre, donc il a un esclave. Je me fais un truc dans ma tête, hein, pas du tout dit que ce soit se passer comme ça.
Et donc, pour qu'il ait un esclave, en fait, pour qu'il puisse le contrôler à distance, il faut que, alors en étant faible, il puisse se projeter dans son esprit et le contrôler, mais il peut pas le faire avec plus d'une personne. Et là, j'ai trouvé que ça commençait à devenir très compliqué, trop complexe pour être réaliste, pour le coup. Ça m'a un peu sorti du truc pendant un moment. C'est tellement bien Moi, je crois fait que avec c'est Jack par qu'on y croit, mais Je pense que c'est par opportunisme. On ne sait pas s'il peut le faire sur plusieurs personnes en même temps, c'est juste qu'il croise pas beaucoup de monde. Il a croisé Jack par hasard dans la grange, donc il a pu le marquer. Après, on ne sait pas s'il peut le faire sur Ouais, plusieurs quand personnes ou Jack pas. est Mais mort, pourquoi est-ce qu'il marque pas une des personnes qui sont devant lui dans la grotte à ce moment-là? en fait, on se rend compte que ce démon, c'est pas le big boss de la fin, hein. C'est pas on s'attend à ça, c'est le big boss du jeu vidéo, mais pas du tout. En fait, il est pas très fort. Et puis, je suis pas Et d'accord avec toi. Enfin, c'est pas forcément un monstre. C'est ça la oui, voilà. finalité peut-être de la série. C'est que c'est un outsider, donc potentiellement un peu comme Oli. Il aurait peut-être des dons ou il serait particulier, mais c'est peut-être juste un humanoïde qui aurait peut-être évolué de manière différente et il y en a peut-être plusieurs où on sait pas et qui vit comme ça depuis on sait pas combien de temps. Oui, je suis assez d'accord avec toi. On est peut-être plus en fait dans la cryptozoologie que dans la dans la théologie ou dans la démonologie en fait en vérité. En fait, ce personnage, il y a rien, mais alors rien qui le relie par exemple à une théorie religieuse comme quoi il serait un démon. Donc effectivement, en fait, ceux qui l'analysent comme étant un démon sont ceux qui ont en fait une vision morale centrée sur leur propre culture, c'est-à-dire qu'ils vont l'analyser d'un certain point de vue. Mais par exemple, en tant qu'athée, on pourrait très bien voir cette personne-là comme plutôt en fait comme tu le dis, Adeline, en fait, une espèce de créature humanoïde qui, pour survivre, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Il le dit, ouais, il le dit, hein. Il le dit lui, et puis elle, Oli aussi le dit, c'est qu'il a besoin, en fait, il est en train de survivre, en fait. Il n'est pas là pour faire le mal parce que c'est le mal. C'est peut-être juste, en fait, qu'il a envie de survivre et que pour survivre, il a besoin, on pourrait dire De manger des enfants. De manger des enfants, et que potentiellement ça pourrait être expliqué en fait si le film allait plus loin, si des scientifiques s'intéressaient à lui comme d'ailleurs le propose Ralph à la fin, on pourrait peut-être arriver à savoir comment est-ce que cet être-là fonctionne biologiquement et pourquoi est-ce qu'il a besoin également d'enfants pour survivre, mais il pourrait y avoir une explication. En fait, finalement, à la fin de ce film-là, ce que je trouve intéressant, c'est que l'irrationnel devient rationnel en fait potentiellement et ne reste pas en fait dans l'idée de la croyance, c'est-à-dire c'est quelque chose en fait qu'on n'avait pas imaginé, qui potentiellement existe parce qu'on a des preuves qu'il existe, mais qui ne rajoute pas énormément de choses par la suite. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que là en fait on voit souvent des films qui par le biais de si on commence à croire à quelque chose, bah, ça débloque tout plein d'autres croyances, c'est-à-dire bah voilà, si on commence à croire en fantômes, enfin non je sais plus c'était quoi, enfin dans quel film on avait parlé de ça, mais si on commence à croire à quelque chose, théoriquement ça développe plein d'autres choses derrière. C'est si voilà, si on croit en la vie après la mort, c'est forcément qu'il y a l'existence d'un dieu, bah non, c'est pas forcément corrélé. Et donc là effectivement, si cette espèce d'humanoïde qui est appelé El Cuco, mais il est appelé El Cuco tout simplement parce que on a choisi qu'il s'appelle comme ça et que potentiellement la légende d'El Cuco parle en fait de cette personne-là, mais lui-même ne se définit pas comme El Cuco en fait. Et enfin voilà, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont projetées sur cette personne-là qui ne sont pas en fait en vérité, qui sont des aspects en fait très très moraux d'ailleurs, enfin à partir en fait des cultures des personnes, mais qui ne sont pas revendiqués par la personne en fait. On dit El Cuco, mais ce n'est pas forcément El Cuco quoi. Il y a quand même la légende d'El Cuco. Qu'on peut pas écarter de la représentation du mal, c'est que à quel moment dans un darwinisme à peu près on va dire répandu et vulgarisé, on peut imaginer une créature qui évolue en se nourrissant littéralement de la douleur des autres. Et à quel point on pense que c'est un trait de sélection naturelle qui te permet de survivre longtemps, ça. Parce que la chasse aux monstres, je la vois commencer des siècles plus tôt, dans le même contexte. Ouais, mais ça, à la limite, alors vous me contredirez peut-être, mais on n'en est même pas tellement sûr. En fait, quand lui, il parle de se nourrir, généralement, quand il parle de se nourrir, il parle littéralement de se nourrir. Il parle pas de se nourrir de douleur, etc. Et peut-être que c'est juste une coïncidence, le fait qu'il va s'abriter à côté des cimetières, peut-être parce qu'il y a... Enfin, voilà, peut-être que c'est... personne. Parce qu'il y a personne, effectivement. Enfin, voilà, il y a peut-être d'autres des effets... Le plan, d'ailleurs, le plan référence magnifique à Halloween de Carpenter, mais quand il y a le grand-père qui se pend là, et que lui, il est derrière la haie en train de regarder là. Oui, bah oui. Et, il a le droit de se promener, ok,
Oui, c'est vrai. Et c'est pas parce que tu es dans la rue en train de te promener que tu es forcément responsable de ce qui se passe, Geoffrey. Il y aurait plein de gens en prison sinon. Je trouve que tu accuses bien vite ce pauvre homme. Oh, je rigole en Ouais. disant ce Non, puis pauvre homme. quand Mais il lève les mains en l'air là comme ça, pour moi c'est dans la grotte, pareil, tout dernier épisode, c'est le festin de douleur quoi. C'est la douleur de Holly Gibney qui vient de perdre l'homme qu'elle aime quoi. Là tu te dis oui en fait on nous montre que il se repaît de ça clairement et ça explique les enfants. Elle cherche juste à confirmer son hypothèse en fait. Elle le sait pourquoi les enfants à vrai dire. Elle veut pas Ah, mais lui, justifier il la dit, monstruosité, au contraire hein, puisqu'on le sait. lui, il dit Il dit qu'il mange des enfants parce qu'ils sont meilleurs au goût. Hein. oui, mais il provoque. C'est ce qu'il dit juste après. On sait que c'est pas vrai. Ah bah on sait Ou pas. alors que, effectivement, c'est peut-être vrai aussi, mais il a conscience que dans la culture humaine, c'est une provocation. Et il s'en sert pour dire, voilà, en gros, de toute façon, si vous voulez me voir comme Satan, vous me verrez comme Satan, je vais vous provoquer, quoi. Mais Après, on fait aussi des choses horribles en tant qu'humain. On gave des oies juste parce qu'on aime leur foie malade. Après, c'est vrai que On là, est pour aller timbré dans, aussi. Hein. pour aller dans ce Non, sens, mais- trigger warning sur ce que je vais dire, passez les 10 prochaines secondes si vous êtes un peu sensible, parce que voilà. Mais c'est vrai que dans les meurtres qu'il fait, alors on sait qu'il dévore les victimes, qu'il dévore une partie, mais aussi on sait, que je me trompe pas, qu'il les viole aussi, qu'il a violé le gamin avec un bâton. Et que ça, t'as raison. ça n'a rien à voir avec, oui, c'est très avec trash, hein, les meurtres. un effet oui, un effet de chasse, et que là pour le coup effectivement ça va dans le sens effectivement que effectivement c'est un être qui se nourrit plutôt de la douleur de ses victimes, peut-être plus que de leur chair en fait en vérité. C'est vrai, j'avais complètement oublié Ça cet élément-là. s'explique peut-être scientifiquement. Ça crée une énergie. Ah ben ça peut s'expliquer scientifiquement, ce qui n'empêche que derrière enfin Ou je sais peut-être pas que c'est un métamorphe mais qui a des problèmes psychologiques. en fait, mais not all cuckoo quoi. Hashtag. Hashtag not all cuckoo. Il y a des El cuckoo qui se comportent très bien, qui vivent très bien en société. Ils sont pas tous comme ça. Ouais. Il y en a, ils se nourrissent que de personnes en fin de vie. Enfin voilà, ils font comme dans Vampire suicidaire. Vampire. C'était quoi déjà? Hein? Vampire en toute intimité. Non, c'est mince. Vampire. Cherche suicidaire consentant. Enfin, vampire. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Voilà. L'idée du film, c'est que c'est une vampire qui ne veut absolument pas se nourrir d'humains et qui se nourrit que de poches de sang pour ne pas tuer. Et qui, en fait, pour essayer de, quand même, à un moment, de grandir, parce qu'il s'agirait de grandir, comme dirait OSS 117. Et donc, elle veut trouver une proie humaine, mais vu qu'elle veut pas tuer, elle cherche un humain qui soit consentant et donc qui soit suicidaire pour mourir, quoi. Donc, il y a un petit peu ce côté not all vampire, quoi, pour le coup. Enfin, voilà. C'est pour la petite ref, un très bon film qui est sorti cette année, au passage. Non, mais bien sûr qu'il y a. Enfin. Là, c'était un peu pour pousser le bouchon. Je pense qu'évidemment qu'il y a un côté, je sais pas si c'est démoniaque lié à la religion, etc. Mais en tout cas, oui, il y a un truc lié au mal, à la douleur. Voilà, il se repaît de ça. C'est difficile de faire quelque chose qui te fait accrocher parce que il y a la monstruosité absolue selon nos standards, hein, évidemment. Et en même temps, te faire voir cette créature comme ni bonne ni mauvaise parce qu'en fait, on peut pas la juger selon nos standards, justement. C'est vraiment pas évident en tant qu'auteur et je trouve que c'est un des trucs que Stephen King réussit le mieux chaque fois qu'on a une espèce d'entité comme ça, avec ça, c'est le cas de le dire. Ouais. Après, je connais pas trop Stephen King directement. J'ai vu pas mal d'adaptations de ses œuvres, mais lui, je crois que je l'ai quasiment jamais lu en fait, en vérité. Mais vous me direz si je me trompe. Mais en tout cas, dans ce que je connais de l'horreur américaine, on est souvent dans l'idée du mal absolu, l'idée du mal qui va s'incarner et tout. Donc, on peut revenir à Lovecraft, hein, qui je pense est une des sources d'inspiration. Une des sources d'inspiration de mince. J'ai oublié son nom. De cet auteur-là, quoi, pour le coup. Lovecraft, c'est pareil, c'est le mal incarné, c'est-à-dire qu'il y a l'innommable, l'innommable, etc. Et non, mais Stephen King, ça s'inspire énormément de ça. Et à côté, moi, quand je regarde
les très grands, certains grands auteurs, par exemple de cinéma d'horreur aussi. On peut prendre par exemple l'Exorciste. L'Exorciste, c'est le mal absolu aussi. On peut prendre les films de Carpenter, où Carpenter, c'est aussi toujours le mal absolu qui est représenté, parce que Carpenter est très fortement influencé par la référence. par ces auteurs-là. Donc voilà, c'est quelque chose qui, dans la culture américaine, voilà, c'est pour ça que la théorie comme quoi, je pense que c'est plutôt nous qui portons pour le coup notre point de vue là-dessus, comme quoi peut-être est-ce que finalement cette créature-là ne serait pas fondamentalement mauvaise, mais juste c'est son mode de vie qui l'oblige à vivre comme ça. Je pense que ça, c'est plutôt notre interprétation à nous, mais que dans une interprétation des auteurs qui l'ont fait eux-mêmes et dans l'univers culturel américain en général, notamment en matière d'horreur, on est plutôt véritablement dans l'idée du mal absolu, et je pense que cette créature représente plutôt ça, plutôt qu'un être qu'on essaierait peut-être de séparer en fait d'une idée de mal absolu. Voilà. Je crois pas. Je pense que c'est clairement assumé de la part de Stephen King d'essayer de dédiaboliser ce qu'il a d'abord diabolisé. Ça fait partie je pense aussi. de ses ressorts scénaristiques. Et vraiment dans ça, en fait, si tu regardes, c'est la même construction. Tu disais pourquoi c'est pas un alien? Déjà parce qu'il l'a fait dans ça. Donc voilà, tu peux avoir 2 fois le même monstre dans une petite ville qui tue tout le monde et qui est un alien, hein, sinon c'est trop pareil. Mais tu as forcément lu tout Stephen King pour dire ça, pour le coup. Non, mais je sais pas. Mais je suis sûr qu'on trouvera d'autres bouquins il y a des années. Alors j'ai jamais fini le Dôme, mais est-ce que dans le Dôme c'est pas des aliens aussi? Je sais pas. Vous connaissez peut-être mieux que moi. Non. Pareil, en fait, oui, ça ressemble vachement quand même le personnage dans ça. Du coup, c'est une entité qui en fait prend une apparence ou te fait voir des choses en fonction de tes peurs et pas de la douleur. Donc là, on est plus dans la manipulation et l'illusion. Mais oui, il y a des ressorts très similaires. Et à la fin, effectivement, tu as presque de l'empathie pour la créature aussi, quoi. Voilà. Et sur ce, vu qu'on a établi que le gentil, en fait, c'était le méchant, je propose qu'on aille tous se Non, mais ça coucher. fait très Frankenstein, j'étais en train de penser. Ah non, moi je suis pas d'accord avec ça. On voit très bien que c'est quand même un sacré méchant. Enfin, je veux dire, bon. Ah, c'est Oui, pas un moi, je sais gentil pas pourquoi absolu il non en est plus, arrivé là. la créature. Ouais. Oui. Moi, j'ai Bah, trouvé lui-même ne ça, le sait pas, très. La créature de Frankenstein, il y a un côté un peu comme ça. Mais c'est les humains qui l'ont créé. Enfin, c'est Frankenstein qui l'a créé. Donc, du coup, c'est la faute de Frankenstein si la créature est violente, tout ça. Et dans le monde de Frankenstein, il y a l'idée que le véritable monstre n'est pas le monstre de Frankenstein, mais Frankenstein lui-même. C'est-à-dire, il y a la monstruosité, entre guillemets, Il a refusé de psychologique, l'aimer. morale, et il y a la monstruosité physique, quoi. Et la monstruosité physique n'est pas forcément la monstruosité morale ou psychologique. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais enfin voilà. Ce qu'est Frankenstein, pour le coup, qui décide, en fait, de contrevenir à toutes les règles, entre guillemets, morale bienséante d'une certaine époque, en tout cas, et qui est vu comme plutôt plus diabolique, en fait, en vérité, que sa créature elle-même, en fait. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant par les Ce auteurs que je voulais là-dessus. dire par là, c'est que le métamorphe là dans The Outsider, justement l'Outsider, on ne sait pas pourquoi il est comme ça. Si c'est sa nature profonde d'être evil, quoi, ou s'il est devenu comme ça, parce que ils ont l'air de... Oli, elle a l'air de dire que cette créature, elle est là depuis des millénaires, en fait. Elle est aussi vieille que le monde. Donc, soit il y en a plusieurs, soit... Enfin, c'est quand même des gens qui sont très isolés et qui vivent quand même dans une réalité qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Donc, la notion de bien et de mal, on l'a déjà dit, elle est peut-être différente. Et donc, c'est peut-être aussi... en quelque sorte à cause des humains que cette créature est là toute seule, je sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas mis en avant dans l'œuvre en elle-même, en tout cas dans son adaptation, je sais pas, dans le bouquin, comme quoi les hommes seraient à l'origine de ça. Par contre, effectivement, là où je vais dans ton sens, c'est que... Interrogation quand même. Oui. Bah, ouais, pas tellement, parce que lui, il parle pas tellement de l'effet
qu'ont les humains sur lui, en fait, en vérité, il en parle Non, pas mais du les tout. Par contre, les gens qui participent à l'enquête se posent plusieurs fois des questions du type on peut confondre un démon avec un humain, qu'est-ce qui est vraiment humain, qu'est-ce que nous on a fait, et puis aussi l'idée que le flic arrête Terry Maitland devant tout le monde, il en fait lui-même un monstre de foire. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses sur l'effet de la société qui agissent sur les oui, êtres. on peut Oui. manger, On en a peut très pas- peu même parlé partir, d'ailleurs. Ouais, ouais. on Mais peut même c'est partir du principe que incroyable. ça le nourrit aussi, qu'il se nourrit justement en créant aussi la discorde partout où il passe, en créant le malheur, en créant le désastre. Ensuite, il crée la discorde de fait, et que c'est un être en soi, pour le coup, peut-être pas en lui-même malveillant, mais qui provoque en fait énormément d'effets extrêmement délétères partout où il passe. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, Adeline, c'est qu'effectivement, même lui-même en fait ne sait pas ce qu'il fait là, en fait. Enfin, en tout cas, dans ce qu'il dit à la fin, il ne sait pas quand est-ce qu'il a été créé. Enfin, il sait pas s'il a une date de naissance, etc. Enfin, il connaît pas grand-chose de lui-même, en fait. Ouais. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il survit, il passe de ville en ville, il tue, il survit grâce à ça, puis c'est tout, quoi. Et en fait, même lui, il n'a pas de grand projet machiavélique, entre guillemets, pour dominer le monde, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, d'un démon ou du diable lui-même, quoi. Dans une approche Oui, très. il a pas de plan, Oui, effectivement. voilà. Alors que les démons sont là pour l'antéchrist, pour son C'est ça, avènement. exactement. Exactement. Quelle est la fonction biologique d'un tel organisme, quoi? Ça me il faut forcément que je rationalise le truc là, c'est fou, quoi. Alors qu'en fait, du coup, c'est même pas du tout rigoureux parce que tu peux pas dire que l'être humain, existe, parce qu'il existe et qu'il a pas ou que ses prédateurs existent pour être ses prédateurs. Enfin, ça a pas de sens, tu vois? Mais on a envie de chercher un sens à une raison à son existence, en tout cas El Cuco. Je sais pas si vous l'avez vécu pareil? Ben oui, mais Oui. puis on n'est pas les seuls, les enquêteurs aussi, hein. Essayent de comprendre pourquoi est-ce qu'il a, parce que enfin, il y en a certains qui ne sont pas croyants forcément, et puis disons qu'on n'est pas non plus dans une œuvre ultra catho, entre guillemets, réac américaine, ou forcément par exemple, à la dossier Warren, par exemple, où là, forcément, l'ennemi sera forcément l'antéchrist, le diable, dans une logique ultra chrétienne, je vais dire, parce que c'est catholique, à la fois catholique et protestant, donc ultra chrétienne. Là, on est plutôt véritablement dans une lecture un peu sans religion, en fait, de ça, et plus du mal au sens absolu même du terme, ou d'une créature qui serait là, mais pas forcément une créature maléfique en soi. C'est-à-dire pas une créature du diable qui, comme on le disait, aurait un projet d'avènement de la puissance du diable sur le monde, etc., quoi. D'ailleurs, on peut en parler, mais on peut supposer que, outre le plaisir de se nourrir et de se repaître de la douleur, elle a aussi, donc du coup, puisqu'on l'a dit, le crime au début est sexuel. Donc il y a nous, ça nous renvoie à ce qu'on sait des prédateurs sexuels humains qui sont souvent donc les serial killers les plus connus et les plus trash. Mais aussi qu'on sait que quand il a l'apparence de Maria Canales, il récupère le love interest là d'une de ses prochaines victimes et il couche avec elle. Oui. Alors que C'est rien ne vrai. l'oblige à le faire, en vrai, quoi. Mais il le fait probablement par plaisir, en fait, par pur plaisir. Mais je me suis posé la même question. Ouais. Il vit aussi par procuration dans ces moments-là, ouais. Mais qui est cette personne? Existe-t-il vraiment? Non, mais il y a un côté. Est-il monté l'enquête? Et il y a un mot qui m'est venu là. Je sais pas si tu l'as dit, Vivien. J'ai tourné la tête en même temps, mais c'est un peu une erreur de la nature. Cette créature, comme si elle pourrait être naturelle, mais c'est une erreur. C'est un truc un peu. Elle aurait pas C'est dû pour ça que. survivre, elle a survécu par Ouais, et du coup, à elle est cause condamnée d'un d'avance. déséquilibre par hasard, quoi, tu veux dire, c'est ça? C'est un hasard tellement improbable qu'il pouvait que se produire. C'est pour ça que je parlais plus de cryptozoologie en fait que de démonologie en fait, en vérité, parce que la cryptozoologie c'est un peu ça, c'est-à-dire par exemple le Yéti,
Il est censé, entre guillemets, y en avoir qu'un, mais comment est-ce qu'une seule créature pourrait survivre? Enfin, voilà, quoi. Alors, bon, certains vont dire ça, bah non, il y en a plusieurs, bon. Mais enfin, voilà, on a toujours parlé du Yeti, le monstre du Loch Ness, etc. Enfin, voilà, ça relève, à mon sens, presque plus, voilà, de la cryptozoologie, véritablement. Il y a d'ailleurs un film que je veux voir, à savoir si ça méritera d'être dans la Septicothèque ou pas bientôt, qui est sorti cette année avec un super casting qui s'appelle Sasquatch Sunset. Titre français, La famille Sasquatch. Du coup, vous devinez de suite le pitch. Il n'y a aucun dialogue dans le film, que des grognements, et ça a l'air magique. Ah oui, j'ai vu le truc. Oui, ça a l'air. Ok. Oui, je l'ai vu. Ça a l'air très décalé. Oui, ça a l'air. Ouais. à voir, ouais. Donc voilà, cryptozoologie version pas du tout Stephen King. Ouais, ou la guerre du feu version bien hollywoodiesque, quoi. Ah, absolument. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Je vous propose de dire un mot de conclusion, peut-être savoir si vous conseilleriez l'un et l'autre la série, surtout à quel public. Je pense que c'est un peu le sujet sur cette série, qui doit la voir ou pas, parce que comme on est plutôt d'accord sur le fait que c'est pas non plus un chef-d'œuvre, c'est quoi les critères si on a envie de la regarder? Adeline? Bah, si vous aimez le fantastique, c'est une très bonne série Oui, fantastique. c'est vrai qu'on a parlé du fantastique, mais c'était c'est vrai que c'est purement fantastique. Non, mais elle est bien faite. Tu dis c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même une très bonne série, très bien faite, très bien réalisée. Les acteurs, ils jouent super bien. Le mec qui fait Ralph, il est excellent, quoi. Holly, elle est excellente. Tu passes quand même un super moment en regardant cette série. C'est vrai. Un super moment, je sais pas. Un chef-d'œuvre, mais... Ouais. Parce que bon, en super moment, je nuancerai un peu le propos parce qu'effectivement là, Geoffrey, tu Moi, parles un j'ai peu des passé un comiques super moment. Non, mais ce que je veux dire en termes de super moment, c'est-à-dire que c'est quand même une série qui est assez dure, quoi. Enfin, je veux dire surtout sur ses débuts, on est quand même sur des meurtres très hard. Certains épisodes sont interdits moins de 16 ans, hein, au passage. Donc, c'est vrai. voilà, c'est vraiment pas pour tous les publics du tout. C'est pour les adultes. Oui. C'est vraiment pour les adultes et vous attendre vraiment à des trucs assez trash, quoi. Pas forcément à l'image, mais alors moi, sur coup, à l'image, maintenant, il y a pas grand-chose qui me choque, donc méfiez-vous de moi. Si, le corps des enfants, quand même, c'est trash. Ben Ouais, moi, c'est sur les premiers épisodes, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'on le voyait pas trop, mais. Si, il nous est très bien monté, très peu longtemps, mais pour vraiment qu'on mesure bien l'horreur de la chose, quoi, et de façon un peu décente, tu vois, autant que faire se peut. Mais pour le coup, t'es tellement dans le monstrueux que, alors que maintenant que je suis parent, tu vois, je suis très facilement affecté par les choses qui sont dans l'affect, qui concernent les enfants, dans des histoires comme ça un peu macabres. Là, pas du tout. C'est vraiment. C'est t'es distancié, quoi. Ouais. Oui, puis c'est vrai que dans les premiers épisodes, il y a une ambiance vraiment. Alors moi, je trouve que une ambiance qui se rapproche vraiment du Silence des agneaux, par exemple. Voilà, c'est vraiment, on est sur thriller très noir, Oui, avec c'est un des bon trucs. thriller. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, tu commences, t'as une scène de nuit, un cadavre qui est repéré, tu vois très bien sur comment c'est. Et moi, je me suis dit, ah bah tiens, on va être dans un truc style Silence des agneaux, quoi. Ça va être un truc assez trash. Et puis après, c'est vrai que peut-être moins à la fin de la série, mais pendant pendant une grande partie de la série, t'es vraiment dans ces atmosphères tout le temps, au niveau de la météo, tout le temps nuageuse, tu vois pas le soleil. Enfin, alors que t'es en Géorgie, hein, c'est plutôt un état du sud pour le coup. mais enfin voilà, quoi, on est vraiment sur ces questions-là. Après, je trouve que peut-être la série a plusieurs. Et il y a juste un point que je voudrais soulever peut-être avec vous avant qu'on conclue. Ça se passe quand même en Géorgie, qui est un des États du Sud des États-Unis, sans doute un des plus racistes des États, très Trumpistes, etc. Alors je crois que ça a peut-être dû changer dernièrement, mais enfin voilà, ça fait partie des anciens États esclavagistes aux côtés de l'Alabama, par exemple, du Mississippi, etc. Et je trouve que la question du... bon, j'ai pas toute la série en tête, mais j'ai l'impression que la question du racisme n'est pas tellement soulevée par la série, alors qu'il y a quand même, bon, faut dire, une diversité aussi dans le casting qui est à soulever et puis à mettre au crédit pour le coup de la série. Pas du tout, je crois, hein. Elle n'est pas du tout soulevée. Enfin, je me souviens pas d'un seul. Il y a Holly qui Ouais. parle de son enfance, mais du coup, elle vient pas de Géorgie, elle vient de l'Ohio, Chicago, il me semble. Ouais. C'est pas le Michigan, oui, ça doit être Ohio, un truc comme ça, ouais. Oui, bah si, puisque on la contacte parce qu'elle est dans l'Ohio à la base.
C'est ça, Ouais. exactement. Alors après, je pense elle transite pas mal d'état en état, mais elle a parlé de son enfance au resto avec Andy, et elle parle que quand elle était gamine, on l'appelait la Noire, un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai, en Oui, c'est Islande. vrai. Du coup, parce qu'il y avait des communautés islandaises, c'est ça? Non, pas lituaniennes, pardon, lituaniennes. Et que du coup, en lituanien, on l'appelait the Dark One, effectivement, un truc comme ça, c'est traduit comme ça. Quelque chose comme Oui, ça. ouais. Et voilà, et c'est un truc que je trouve que la série met peut-être, enfin, entre guillemets, hein, c'est pas son sujet, hein, soyons d'accord Non, là-dessus. mais c'est un huis clos Enfin, aussi avec des personnes quand même c'est une team qui se connaît. Oui, mais pas quand elle va Alors enquêter, et pas quand elle va enquêter en Géorgie. Ah, quoique, attends, c'est peut-être pas en Géorgie quand elle va enquêter, c'est peut-être Bah dans un non, autre elle va état. dans l'Ohio. Tennessee, peut-être? Elle enquête beaucoup dans l'Ohio pour aller voir le père Maitland. Ah, c'était Dayton, c'est ça, c'est la ville de Dayton, mais je sais pas où est-ce qu'elle Ouais, se situe. Dayton. Mais c'est dans l'Ohio. Ah oui, OK, d'accord. Bon, bah, alors dans ce cas-là, ce que je dis est pas forcément valable parce qu'effectivement, elle rencontre plutôt les gens, là, et puis elle rencontre très peu de OK. Mais voilà, c'était un truc qui m'avait traversé Mais il y l'esprit, a, bon, y a voilà. pas trop de sexisme non plus, tu remarqueras. Et c'est bien aussi. Oui, non, mais après, je veux dire, le racisme pour le dénoncer et le sexisme pour le dénoncer Oui. aussi, effectivement, mais là, c'était pour le racisme, c'était parce que c'est Oui, vraiment, la mais on Géorgie est n'en a vraiment pas un besoin dans état. cette histoire. Moi, je trouve Non, ça après, on en bien a pas besoin. qu'on se concentre sur un sujet. Ouais, c'est bien ouais, moi, je trouve ça bien que ce soit pas forcément là tout le temps. Oui, mais pour oui, non, mais je suis globalement d'accord avec toi. Il y a pas de souci là-dessus. C'est parce que juste la Géorgie, c'est tellement ancré. Enfin, c'est voilà, c'est quand Ouais, même. je comprends. C'est pour ça. Surtout que tu vois, quand tu as une série qui revient souvent sur des actes passés, sur des histoires, etc. D'ailleurs, par exemple, ces histoires avec les grottes, tu vois, par exemple, où on revient dans le passé et on parle des traumatismes du passé, ça aurait pu être un truc qui aurait pu être mobilisé. Mais pareil, c'est Ouais. pas dans cet état-là. Donc, Ça aurait pu passer par Jack, le gros chasseur. Bon, lui, voilà, c'est On parle de cow-boy, de un trois fois électeur de Trump. l'attitude, il y a la réflexion sur le flingue qui rassure, des trucs comme ça. Mais Mais finalement, qui c'est très peu abordé. mais Quoi? qui est pourtant pas un personnage Et entièrement non, au détestable, contraire, je c'est trouve, en plus. justement non, pourtant c'est le mec ce qui est le Tellement. moins, de masculinité toxique de tous ceux qui sont présents, ça c'est clair, hein. Et pourtant, en fait, ce qui est reposant, je trouve, c'est que quand c'est pas, indispensable pour le bon déroulement de de l'histoire, tu as 2 façons de traiter une histoire. Soit tu as un sujet qui est éminemment politique et tu décides de le soulever, de l'aborder, d'aller au fond de la question et de créer les rapports de tes personnages en fonction de ça. Soit au contraire, tu normalises des relations idéales dans lesquelles, bah, finalement, si c'est un sujet, c'est parce qu'il y a un problème, et si on considère que le problème est entre guillemets, inexistant, c'est qu'en fait les gens se comportent comme ils devraient, qui sont, voilà, et donc c'est reposant aussi, je trouve, quelque part. Voilà. Même Oui, mais Tamika, elle est enceinte, elle est flic. Tu vois, y a rien par rapport à ce sujet-là. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça, et c'est plutôt agréable pour le coup, effectivement. Moi, je suis assez d'accord avec toi, Adeline, là, sur là-dessus, et c'est vrai que je reviens sur ce que disait Geoffrey sur effectivement sur ces personnages-là. En fait, en soi, si on met El Cuco de côté, il n'y a pas de personnage fondamentalement méchant, et Jack est un personnage surtout manipulé, mais en lui-même, c'est un personnage aussi qui essaye de lutter contre Oui, contre cette chose, et il a des moments où quand même on a franchement un attachement aussi à lui, et comme les deux frères aussi. Par exemple, moi j'adore les deux frères, je trouve qu'ils sont très Ouais. bien, et même s'ils sont décrits comme étant Des quand même connards. des gens au passé assez des gens au passé assez lourds. Je sais pas si on peut dire connard parce Et que si dans l'attitude, le comportement de Jack et du frère, du second frère en particulier, quand même, ils ont des comportements. Alors le second, c'est l'éternel énervé qui a quelque chose à reprocher à la société, et finalement, en fait, c'est comme ça qu'ils sont placés à chaque fois, présentés, je veux dire. Mais Ouais, c'est mais pas il se excusable la façon dont ils se rattrape. comportent dans le club de Oui. striptease, tout ça, c'est oui, ils se rattrapent, Mais en fait sur la somme totale des actions, mais il y a des moments où, ponctuellement, là, ce qu'ils ont fait à ce moment-là, c'est pas excusable. Voilà, ils se sont Ah oui. comportés comme des connards, pardon. Oui, mais ça arrive à tout le monde finalement. En fait, ils sont pas intrinsèquement des connards, c'est surtout ça le truc. Bien sûr, il y a des Oui, c'est pas comportements de des connards, et je pense que archétypes.
Oui, C'est c'est pas ça, des exactement, c'est ça que je veux dire. C'est que ça aurait pu très bien, et surtout qu'on est sur des personnages qui pourraient très bien être des archétypes, se dire ah ouais, un mec sorti de tôle, un peu énervé, bah, tu tombes facilement dans l'archétype. Et là, je trouve que pas du tout, quoi. Pour le coup, même le personnage Justement, du en plus, frère, tout le monde finalement. veut sauver ce pauvre Claude. Il est trop gentil, en fait. À la fin, Bah oui, je suis d'accord t'as avec ça. beaucoup En plus. d'affection pour lui. C'est ouf. Il veut repasser Ah oui, je suis son d'accord. bac et tout. Oui, non, il est vraiment attachant, ce personnage aussi, vraiment. Je suis assez d'accord avec ça. Puis même son J'ai frère, moi pas- je trouve que son frère est intéressant parce que son frère, il est vraiment dans la protection, il est dans la défiance, bien sûr, parce qu'on peut comprendre pourquoi il est dans la défiance et on comprend Bien pourquoi il est sûr. là-dedans. Et en fait, malgré ça, on sent que c'est un personnage, voilà, il est comme ça, mais il est attachant, il reste attachant aussi. Et je trouve que c'est ce que je disais dans cette série, tous les personnages sont vraiment attachant, mis à part. Et encore, on l'a dit, peut-être qu'un peu à la fin, on peut avoir un peu de pitié pour lui, c'est El Cuco, quoi. Ouais. Très bien. Bah, sur ces belles paroles, Adeline, as-tu une dernière chose à rajouter? Moi, j'ai 2 fun facts. Ouais. Fun. Très court. Attention. Hein? Non, surtout fun. Tu te promets du fun, faut Le premier, c'est Ralph, il s'appelle Ralph Anderson. Et il y a un moment, Holly, quand ils se voient au resto, elle s'énerve un peu, elle dit si je veux dire si, j'utiliserai le si au conditionnel. C'est compris, monsieur Anderson? Et là, j'ai fait, est-ce que c'est Oui. Une est-ce que ref à c'est Matrix. un petit ref à Matrix, ça? Et, je l'ai vu aussi, ce celle-là. serait marrant parce que Monsieur Anderson, il passe dans Matrix tout son temps à comprendre qu'en fait, il est dans un monde dans le futur, peuplé un truc qu'il imaginait pas. Et là, c'est pareil. Monsieur Anderson, dans la série, en fait, tout est là pour lui faire comprendre qu'il vit pas dans le monde qu'il pensait dans lequel il est. Ouais. Voilà, Oui, voilà. c'est vrai, bien vu, très bien vu. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, petite ref à Matrix. Et vu qu'il y avait déjà une ref au Warren, je me suis dit, c'est peut-être une vraie ref à Matrix. Et deuxième fun fact, j'ai passé la série à me dire ce personnage de Claude, purée, l'acteur, il me dit quelque chose. Il me dit trop quelque chose. Et à la fin, je fais, oh, la débile, c'est Viserys dans House of the Dragon. Voilà. Bah oui. Donc, ça veut dire qu'il joue quand même très bien, parce que vraiment, je l'avais pas reconnu, quoi. Ouais, je crois que on l'a vu ailleurs, hein, mais effectivement, Viserys dans House of the Dragon, à peu près en même temps, même network, voilà. Bah ouais. Il a un contrat chez HBO. Peut-être avoir une grande carrière après. Alors, Adeline, moi surtout, je me disais, ça veut dire que la référence à Halloween, tu l'avais pas vue? J'étais sûr que tu allais la Non. voir. Non. Incroyable. Bah, Je l'ai vu il y a beaucoup trop longtemps. J'aurais pas pu l'avoir. Voilà, pour les fans de John Carpenter, clairement, on peut pas passer à côté. C'est le mec qui stalk depuis derrière la haie dans les suburbs avec les mêmes maisons toutes côte à côte. Le truc absolument creepy, le hoodie, la capuche, c'est tout pareil, quoi. C'était le plan qui, moi, m'a fait rêver. Ouais. Voilà. Ah, je sais pas. Est-ce que tu penses que... Ouais, peut-être. C'est un truc classique du cinéma d'horreur. Alors, j'ai pas vu un truc précis. Tu vois, le mec. Je suis assez d'accord avec... Non, je suis assez d'accord avec Adeline pour le coup. Halloween a fixé un certain nombre de ficelles, en fait, du coup, des choses qui sont devenues des codes du film de genre et d'horreur aux États-Unis. Beaucoup viennent d'Halloween quand même. Et tu peux pas refaire ce code-là avec ce niveau-là de précision sans que ce soit une référence. Enfin, c'est un hommage, quoi. C'est un pastiche. Non, mais certainement. Moi, oui, certainement. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, merci Adeline et Vivien d'avoir été là ce soir. Et puis, on vous dit à tous, chers auditeurs et auditrices, à dans un mois pour le prochain épisode. Retour sur le format classique. Sur le format classique, voilà, c'est ça. Et on est perdu. On reviendra. On reviendra. Dans tous les cas. I'll be back. Je vais la faire. Ah, celle-là, on l'a tous. Et puis, n'oubliez pas surtout de rester ciné-sceptique en série. À ciao, ciao. Ciao. Salut. Did you get any of that? It's a good show.